Alors, bonjour tout le monde. On souhaite la bienvenue à Raymond Poirier et Benoît Douina qui vont animer le prochain webinaire du Forum Mutation. Nous en sommes au 20e webinaire de Mutation. Depuis le 18 mars, tous les jeudis après-midi, on tient 2 rencontres autour de l'évolution et des mutations du livre à l'ère numérique et de toutes les formes d'édition expérimentale associées à l'édition qui ont un lien au bout de la ligne avec le livre. Donc, on vient d'avoir une rencontre vraiment intéressante aussi avec Benoît Bordelot qui abordait la dynamique de la littérature en lien avec l'ancrage du territoire. On a aussi maintenant une approche différente, mais relativement liée, qui est celle de la bande dessinée avec le récit historique, l'histoire des quartiers de Québec, mais aussi à travers l'utilisation de diverses technologies numériques pour sortir la planche de bande dessinée de la planche papier. Alors, j'aimerais mentionner que ce webinaire est rendu, en fait, tout le forum Mutation est rendu possible avec le soutien du Conseil des arts du Canada à travers le Fonds de stratégie numérique. Et je voudrais aussi mentionner que nous enregistrons les présentations afin de les archiver et de les rendre disponibles dans le site Internet qui sera rendu disponible sous peu pour consultation ultérieure. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Raymond Poirier. Oui, bonjour, bonjour à vous tous et toutes. Raymond Poirier et j'invite aussi mon collègue Benoît Douina à vous saluer officiellement avant qu'on ouvre notre PowerPoint. Bonjour à tous. Alors, donc, je vais démarrer mon partage d'écran et la présentation elle-même. Alors, on est ici peut-être un peu dans une logique étude de cas, j'aurais presque envie de dire, puisqu'on va vous présenter au fil de la conférence, comme on l'a dit en introduction, donc de quelle manière la réalité augmentée et la réalité virtuelle est allée à la rencontre de la bande dessinée, ou l'inverse, au bout du compte, puisque c'est une rencontre croisée qu'on a réalisée. Donc, 2 projets, en fait, qu'on a menés. Donc, un projet de réalité augmentée qui est ancré sur l'avenue Cartier à Québec, donc on a développé en 2018-2019, et également un projet de réalité virtuelle qu'on est en train de finaliser, donc 2020-2021, autour de l'histoire du quartier Limoilou, également à Québec. Alors, évidemment, je disais étude de cas, puisqu'au fil de la présentation, on va explorer justement de quelle manière on a développé ces 2 outils-là, ces 2 projets-là. Et en parallèle, on va essayer aussi de les inscrire à l'intérieur de la démarche, puisqu'on ne les a pas fait pour les faire. Il y a différents chemins qui nous y ont menés. Alors, c'est ce qu'on va explorer au fil des prochaines minutes. Mais bon, j'ai mentionné mon nom, j'ai mentionné celui de mon collègue et concepteur technologique, mais on va donner un peu plus de détails sur Parenthèse 9, peut-être de rentrée de jeu. Parenthèse 9, donc, qui est une entité qu'on a créée en 2014 avec la volonté justement de faire sortir la bande dessinée des planches. Il faut dire d'entrée de jeu que la bande dessinée, elle sort souvent des planches. Donc, on n'est pas les premiers à le faire, on n'est pas les derniers. Et si vous gravitez un tant soit peu dans la sphère des festivals de bande dessinée, que ce soit au Québec, au Canada ou à l'international, eh bien, vous allez sûrement remarquer que la pratique du dessin en direct, elle est centrale à ces événements-là. Donc, que ce soit dans des contextes d'artistes à l'œuvre, que ce soit dans des contextes de spectacles ou autres, eh bien, donc, cette pratique-là est souvent mise de l'avant. Et ce qui fait également qu'au fil des années, plusieurs festivals, je pense à Saint-Malo, notamment du côté de la France, je pense à Lyon, je pense à Angoulême, donc si on reste du côté européen, je pense à Québec, évidemment, de notre côté, Toronto et d'autres. Donc, on développé différentes approches, différentes pratiques, toujours centrées sur le dessin en direct pour essayer de le pousser plus loin.
et de pousser plus loin dans le contexte aussi où on est face à des créateurs de bande dessinée qui ont une volonté et un désir pour beaucoup d'expérimenter. La bande dessinée reste un médium qui est relativement jeune et donc on se retrouve dans une dynamique aussi où finalement on établit des règles, on établit des cadres et en parallèle de ça, eh bien, on les étire, on les transgresse, on les amène ailleurs au bout du compte. Et donc, il y a vraiment un véritable jeu avec la discipline qui s'installe. Et donc, ce qui fait que dans nos développements, eh bien, on s'est placé dans ce contexte-là où il y avait déjà un désir du dessin en direct, où il y avait déjà un désir d'expérimenter. Et ce qui nous a permis, on peut remonter même en 2012 avec la Ligue québécoise d'impro BD, de développer une multitude d'expérimentations, de mener de front une multitude de laboratoires. On en a fait une cinquantaine dans le contexte de Parenthèse 9, dans le contexte des organismes associés à Québec BD. Donc, de manière générale, en fait, au premier chef, je le disais, le dessin en direct était la pratique dominante et donc c'est ce vers quoi on s'est dirigé instinctivement. Et notre manière, dans le fond, d'explorer, de soutenir cette exploration-là, était de la mettre en relation avec d'autres disciplines. Donc, on voulait voir qu'est-ce que les autres disciplines pouvaient apporter, pouvaient additionner. Alors, on l'a croisé d'abord avec l'improvisation par son côté instantané, ça nous semblait riche et intéressant. On s'est amusé à l'amener dans la sphère du théâtre, dans le contexte de mise en lecture, entre autres. On l'a amené du côté de la danse populaire autant que de la danse contemporaine, donc à travers différents styles, différentes approches. On l'a amené dans la sphère des arts visuels, dans la sphère des arts sonores, de l'installation, de la performance, même à certains degrés. On l'a amené dans le spectre des arts du cirque et de l'ensemble des disciplines qui sont associées à ces pratiques. On s'est amusé à le faire avec la musique, autant dans des contextes de grands orchestres, par exemple ici une cinquantaine de musiciens, ou de petits groupes de musique également, donc dans des styles autant populaires que d'inspiration classique. On l'a amené également dans la sphère des arts littéraires, que ce soit à travers la poésie, que ce soit à travers le conte. Et donc, on a vraiment travaillé cette mise en relation-là et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les différentes photos sur lesquelles je suis passé, mais il y a un élément qui est omniprésent, qui est l'écran. Donc, l'écran qui devient un peu le vecteur de mise en relation, qui devient la barrière aussi pour cette mise en relation-là. Et donc, on avait envie d'aller un peu au-delà de cette barrière dans les différentes propositions qu'on faisait. Et donc, éventuellement, on s'est dirigé vers le numérique. Donc, on avait l'impression qu'avec l'aide des technologies, toujours dans un contexte performatif au départ, eh bien, il y avait là quelque chose qui allait nous permettre de redéfinir la relation qu'on entretenait avec l'écran. Donc, l'interaction continue de se passer dans l'écran entre nos dessinateurs et les différents artistes avec qui on les faisait dialoguer, mais que cet écran-là soit moins omniprésent. Alors, l'expérimentation qu'on a menée de ce côté-là était avec les arts du cirque, parce qu'on trouvait justement que dans cette sphère-là, il y avait une multiplicité de pratiques qui allait nous permettre également d'explorer une multiplicité d'intégration. Donc, autant de s'amuser avec des éléments relatifs à l'animation 2D, donc en direct, jouxté à de la performance, de la jonglerie ici sur l'image, de jouer avec différents capteurs ou avec différents modes de traitement d'image, traitement de vision numérique, donc pour essayer d'apporter une couleur différente et d'amener le dessin de la performance sur notre écran et de permettre, dans le fond, aussi aux dessinateurs de sortir de leur table à dessin et avec l'aide d'outils connectés, avec l'aide de capteurs, entre autres de capteurs de lumière, eh bien, de pouvoir aussi dessiner directement dans l'air, directement sur scène, d'être au cœur des numéros qu'on proposait. Et éventuellement aussi avec d'autres types, des capteurs de profondeur comme des Kinect, eh bien, de pouvoir également amener le corps performatif sur l'écran, de l'intégrer à l'intérieur d'approches et d'éléments proposés autour du dessin en direct. Et donc, ce qui fait que dans ce premier contact-là qu'on a pris avec le numérique, donc là, on est en 2017, eh bien, on a expérimenté avec des capteurs de profondeur, avec des capteurs de mouvement, du traitement d'image, de la vision numérique, des objets connectés, de l'animation 2D, donc différentes technologies qui nous ont montré d'un côté le fort potentiel du numérique dans un contexte exploratoire, des défis au niveau de mise en place quand on parle évidemment d'un processus scénique. Donc, il y a quand même énormément d'appareils, énormément d'outils à connecter, à installer, à formater, etc., etc., et qui nous a donné envie de garder l'aspect numérique, de garder la relation entre le dessin et le numérique,
mais de lui soustraire simplement le côté performatif pour vraiment se recentrer sur l'objet livre, se recentrer sur la bande dessinée comme telle. Donc, c'est un peu ce qui nous a mené vers d'abord la réalité augmentée. Dans le fond, on a commencé à développer un peu de ce côté-là. Je contextualise aussi parce que je prends un autre pas de recul. Parenthèse 9, j'ai beaucoup mis l'accent sur le volet performatif de nos actions avant 2017. Mais en parallèle, on avait aussi un volet d'exposition. Donc, pour nous faire sortir la BD des planches, c'était de l'amener sur les planches, sur scène, et c'était aussi d'amener les planches ailleurs, de les présenter autrement et d'offrir un autre contexte de relation qu'avec l'intimité qu'offre le livre. Et donc, on l'avait amené dans la sphère d'exposition. Par exemple, Histoire de quartier, où on avait invité des artistes à réfléchir leur quartier. On l'avait offert donc, dans des salles, donc quelque chose d'assez classique. Éventuellement, on a sorti cette exposition-là, on l'a amenée donc dans la sphère publique directement. Mais encore là, et au bout du compte, on se retrouvait au même stade où on était avec le côté performatif, où on avait l'impression qu'il y avait toujours une barrière, au bout du compte, qui impliquait, qui définissait la relation entre l'observateur, lecteur et l'objet, l'œuvre, qui était dans ce cas-ci la planche comme telle. Donc, on reproduisait essentiellement une expérience de lecture qui ne permettait pas d'interactivité, qui ne permettait pas de mise en relation, de relation particulière, dans le fond, avec l'objet. Et donc, on a eu envie de répercuter ce qu'on avait pu faire avec le numérique, avec le cirque, mais de l'appliquer aussi à l'objet livre. Donc, c'est un peu les deux raisons pour lesquelles on a amorcé ce virage-là tranquillement. Et donc, un virage qui nous a amené d'entrée de jeu vers la réalité augmentée. Donc, vers cette idée qu'on peut prendre des images et que par le truchement de l'appareil, donc que ce soit la tablette électronique, que ce soit le téléphone intelligent ou d'autres, eh bien, donc on peut ajouter des éléments à la réalité, ajouter de l'information additionnelle qui est, entre guillemets, cachée derrière, justement, des outils, des capteurs, des technologies. Alors, le projet Réalité augmentée qu'on a développé, donc on est en 2018, c'est les Chroniques de Montcalm, une bande dessinée en réalité augmentée, donc une bande dessinée qu'on a placée sur l'avenue Montcalm à Québec. Il y avait 8 panneaux, 8 visuels, 15 récits en fait qui étaient offerts aux passants, passantes. Un projet qu'on a réalisé en équipe un peu plus réduite, si on peut dire, donc essentiellement des dessinateurs et des concepteurs technologiques. C'était Benoît Duina, justement, qui était en charge de l'aspect technologique, Julien Daher-Charest-Bach et Francis Desharnais au niveau plus création. Et j'ai eu le plaisir, évidemment, d'accompagner ce projet. Un projet, on remercie les partenaires donc, qui étaient pilotés en collaboration avec la SDC Montcalm et également financés par la Ville de Québec. Alors, donc, réalité augmentée, bon, avant de se lancer là-dedans, j'aurais envie de faire un deuxième pas de recul, simplement pour nous offrir un peu des éléments de définition. J'imagine que vous êtes versé, évidemment, avec la sphère littéraire, mais on va se donner quand même un petit lexique, puisque depuis tantôt, je parle de planche, on le mentionne. Donc, revenons peut-être un peu à la structure de la bande dessinée. Donc, la bande dessinée, une planche, c'est une page. Donc, c'est essentiellement la même chose. La raison pour laquelle on utilise des planches, c'est parce que il y a une page, il y a une feuille de papier. Donc, on va imprimer la planche BD sur la feuille. Donc, ça donne un peu ce format-là. Donc, on a la page. Sur la page, on a des cases. À travers ces différentes cases-là, en images et en mots, selon les besoins, on va venir raconter une histoire qui va être rythmée aussi par les ellipses qu'on va prendre dans les entrecases, si on peut dire, qui vont aussi faire avancer l'action de manière réduite ou élargie. Et tout ça donne donc une bande dessinée. J'espère que je ne vous apprends rien là-dessus, mais je tenais à mettre cet élément-là en place parce que, au bout du compte, dans le fond, quand on joue avec le médium, il faut comprendre la nature, la base, l'esprit du médium. C'est un peu le premier constat qu'on avait remarqué quand on s'est attelé à la création de cet élément-là, et un constat qui était partagé aussi beaucoup dans nos expériences de création ultérieure, donc quand on était dans une logique performative, dans la mesure où le cirque dessiné, par exemple, c'était pas entièrement du cirque, c'était pas entièrement de la bande dessinée, c'était pas entièrement de la musique, c'était vraiment le métissage, l'amalgame de tous ces éléments-là. Et au bout du compte, il y avait quand même l'objectif d'amener une collaboration qui allait soutenir le développement d'un ailleurs sur le plan scénique. Alors, on s'est replongé pour
amorcer une certaine réflexion donc, dans les ouvrages de Scott McCloud, qui sont un peu des ouvrages de référence, on peut dire, où c'est des bandes dessinées qui s'intéressent en bande dessinée à la création et l'expérience de lecture de la bande dessinée. Donc, des ouvrages qui sont extrêmement riches, une trilogie qui a été proposée par Scott McCloud. Et dans son dernier, Reinventing Comics, on était à l'aune des années 2000, donc avec l'arrivée du web et de tout le potentiel dont il était porteur, avec l'explosion, entre autres aussi, des blogs de bande dessinée. Et dans ce livre-là, lui faisait le postulat de ce qu'il appelait l'Infinite Canvas. Donc, si on remonte un peu à ce qu'on disait, ben, dans le fond, la bande dessinée, ce qui la caractérise, c'est la planche, donc c'est le format, mais ce format-là est rattaché au livre. Alors, ce que McCloud disait, c'est qu'il y a un peu un non-sens à passer vers une adaptation web du livre en reproduisant sur un autre format les contraintes qui sont issues d'un autre format, dans le fond. Donc, il n'y a pas de sens de prendre les contraintes associées à l'impression papier et de les mettre sur le web. Et donc, avec l'idée du Canva infini, c'était un peu le postulat que la page web pouvait nous permettre un nouveau mode, une nouvelle approche narrative, dans la mesure où, techniquement, la page pouvait aller à l'infini en haut, en bas, à gauche, à droite. Et donc, on avait une autre façon de raconter, d'offrir l'expérience de l'histoire. Et donc, il fallait, dans ce contexte-là, comprendre, au bout du compte, les possibilités qui étaient offertes par le médium dans lequel on voulait amener la bande dessinée, maîtriser les contraintes associées à ce médium-là et ensuite réfléchir à ce qui fait l'essence de la bande dessinée comme telle et transposer cette essence-là sur le nouveau format. Mais l'essence de la bande dessinée, ce n'est pas l'essence associée au papier, ce n'est pas la planche, ce n'est pas la case, c'est plutôt la forme narrative. Alors, donc, nécessairement, ça implique, quand on allait développer notre projet de réalité augmentée, qu'il fallait saisir donc, les différentes contraintes, limites, possibilités associées au médium pour offrir ensuite une expérience narrative qui était basée sur celle de la bande dessinée, mais sans reproduire les contraintes associées au livre. Donc, c'est un peu le contexte de départ. Et à partir de ça, on a réuni donc l'équipe de travail et on s'est lancé à l'aventure, si on peut dire, donc pour essayer de développer ce projet et surtout de définir, de saisir, de comprendre les contraintes qu'on allait rencontrer à l'intérieur de ce développement-là. Alors, quelles contraintes on avait? Première contrainte, c'est les marqueurs. On va en reparler tout à l'heure, mais nécessairement, donc, pour avoir de la réalité augmentée, il faut avoir un marqueur, un élément qui va être reconnu par une application logicielle qui va permettre après ça de faire émerger la réalité augmentée. Donc, ici, on avait estimé que déjà les marqueurs, c'était clairement définissable. Donc, on a des images, on a du visuel. Et chaque planche des Chroniques de Montcalm était un peu le début d'une histoire. Dans le fond, l'idée du projet, c'était d'ancrer dans la réalité d'un quartier des histoires sur des gens qui habitent ce quartier, qui vivent ce quartier-là. Donc, dans l'idée où les passants, passantes allaient retrouver leur environnement immédiat à l'intérieur de ces bandes dessinées-là, de pouvoir faire des correspondances, dans le contexte où les histoires qu'on allait développer allaient être parfois réalistes, parfois empreintes d'un certain réalisme magique également. Et donc, pour chacune des marqueurs, pour chacune des planches qui étaient affichées sur l'artère, il y avait ensuite deux histoires qu'on allait proposer, un personnage masculin, un personnage féminin, donc qui généralement vont vivre des histoires séparées, à l'exception d'une de ces planches. Donc, ça, c'est notre première contrainte. La deuxième contrainte, évidemment, c'était la taille de l'écran. Donc, quel type d'histoire on peut raconter au-delà de cette première, de ce marqueur qui reproduit, dans le fond, la planche dans l'espace public? Eh bien, on a l'écran, donc l'outil de lecture. On n'est pas dans la logique d'un livre, on est dans la logique d'un outil qui est modulable, sur lequel on n'a pas nécessairement de contrôle, nous, comme équipe de création, qui peut être autant une tablette qu'un téléphone de petit, moyen, grand format au bout du compte. Donc, il faut prendre cet élément-là en compte quand on va proposer l'expérience de lecture. Et il faut penser au lecteur lui-même, c'est-à-dire, dans le fond, dans notre cas, on était sur l'avenue Montcalm, qui sont les gens qui la fréquentent, à qui on veut offrir aussi cette histoire-là, de quelle manière on veut la développer. Alors, tout ça a mené à une bande dessinée qui était 100% muette, donc dans l'optique justement d'aller chercher un public qui est le plus large possible, dans le contexte où en plus, il y avait une dimension touristique à cette artère-là, donc on se disait qu'on allait interpeller des gens qui ne parlent pas nécessairement français non plus par le biais de l'application.
Et également, comme on n'était pas nécessairement confiant que les gens qui allaient expérimenter avec la réalité augmentée avaient l'expérience de ce type d'outil-là, on s'est dit qu'il fallait garder le tout très simple, très épuré en termes visuels et en termes aussi d'interface et de contact avec l'application. Alors donc, si je résume les approches préconisées, donc d'entrée de jeu, on y va avec un travail collaboratif. Donc, une fois qu'on a eu défini nos contraintes, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que toute l'équipe travaille ensemble de concert, soit tous assis simultanément pour développer la création. Donc, par tous, j'entends au niveau scénario, au niveau dessin, mais aussi au niveau technologique. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut refuser, qu'il faut accepter dès le départ, qu'il faut pousser plus loin, moins loin? Donc, c'est important d'avoir l'équipe technologique qui est là d'entrée de jeu, autant que d'avoir l'équipe de création, donc puisqu'il y a une dynamique croisée qu'on veut créer, qu'on veut instaurer. Parallèlement, il y a l'enjeu de la courbe d'apprentissage. Donc, dans notre cas, on travaille avec des budgets qui sont relativement limités. Donc, on n'a pas le temps non plus de former l'équipe de création au niveau technologique. Donc, il faut que l'équipe technologique puisse dialoguer facilement avec l'équipe de création, qu'il y ait des bases de langage qui soient communes. Et donc, ce qui fait qu'au niveau des créateurs BD, on avait été chercher des gens qui avaient une expérience avec le cinéma d'animation, qui avaient une expérience avec le jeu vidéo, donc qui avaient une expérience avec les supports numériques. Donc, ça permettait d'éviter d'avoir une courbe d'apprentissage de ce côté-là et de sauver quelques mois de formation. Et en parallèle, d'avoir un concepteur technologique qui est versé aussi dans la bande dessinée, donc qui connaît, qui apprécie le médium, qui maîtrise les codes du médium, qui comprend ce qu'est l'essence de la bande dessinée pour que lui aussi, on n'ait pas besoin de l'accompagner, de le former parce qu'on n'en avait tout simplement pas le temps. Et dans un troisième élément, il nous est apparu clairement dès le départ que justement, on n'avait pas la possibilité d'expérimenter, développer, d'imaginer, dans le fond, une technologie, mais qu'il fallait plutôt s'appuyer sur quelque chose qui existait déjà, qui était une technologie qui était fiable, qui était mature et qu'on allait pouvoir pousser dans la direction dont on avait besoin qu'elle aille de manière disons, presque garantie. Donc, il y a une garantie de fonctionnalité au bout d'un long processus, mais qu'on sache que cette application-là était possible, donc il n'y avait pas de place à une erreur qui pourrait nous faire, dans le fond, perdre un peu la maîtrise de notre calendrier. Donc, ça, c'est un peu les éléments au départ. Évidemment, dans ce contexte-là, il y avait différents enjeux qu'on a rencontrés dans le développement. Premier enjeu, c'est les marqueurs. Et là, Benoît, je te passe la parole pour ce point. Oui, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, les marqueurs, c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai beaucoup travaillé, la réalité augmentée. Puis, dans ces dernières années, on a vu une évolution qui est intéressante. Quand on parlait de marqueurs, souvent, avant, on pensait au QR code, c'est-à-dire une sorte de code barre un peu en 3D qui permet de déclencher des sites web ou des choses comme ça. Puis, petit à petit, il y a des engins de reconnaissance d'images qui ont évolué, puis notamment avec Vuforia, qui est une technologie qui vient se brancher dans Unity, dans un moteur de jeu 3D et qui permet de faire de la reconnaissance d'images plus avancée. Dans le cadre du projet Les Chroniques de Montcalm, on avait quand même une diversité d'images avec, on va dire, beaucoup de détails, mais ça reste quand même des dessins et on était capable de se baser sur ce dessin-là pour venir positionner ensuite du contenu. Fait que si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, sans rentrer trop technique, mais l'idée derrière ça, c'est que l'image va être analysée comme un ensemble de points d'intérêt. C'est-à-dire que le logiciel va faire du traitement d'image et va venir s'appuyer sur, on va dire, principalement des intersections, des points, des extrémités. D'une façon générale, tout ce qui est des détails vont être bien reconnus, tout ce qui est des choses plus arrondies, plus circulaires sont un petit peu moins bien détectées. Évidemment, les zones, on va dire, uniformes sont mal détectées également, mais c'est vraiment l'ensemble de tous ces points d'intérêt qui va faire qu'ensuite, on va pouvoir venir raccrocher nos éléments par-dessus. Puis ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ça permet une robustesse qui fait en sorte que si on ne voit que la moitié de l'image, par exemple, si l'utilisateur regarde uniquement avec son téléphone la moitié gauche de l'image, une image telle que celle-ci, il va y avoir suffisamment de points d'intérêt pour que le contenu soit quand même reconnu et que l'image s'affiche. Donc, il y a quand même
une robustesse dans cette technologie-là qui nous a permis de, comme on disait, qui était suffisamment mature et robuste pour être utilisée dans la rue par la plupart des téléphones. Et évidemment, quand on parlait justement d'une collaboration dès le départ, ben, nécessairement, on se retrouve dans une dynamique où tout dessin n'est pas nécessairement un bon marqueur. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut orienter le design et le développement des histoires et des premières cases de manière à pouvoir avoir des points d'intérêt et avoir suffisamment de points d'intérêt pour permettre aussi cette robustesse-là. Et donc, ça fait partie un peu des éléments sur lesquels les équipes technologiques et les équipes de création doivent et devaient, dans le contexte du projet, là, échanger de manière quand même assez proactive, si on peut dire. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Deuxième élément, c'est un peu la compression. Et pour les prochaines, en fait, ce que je propose, c'est que je vais mettre un peu la table sur les différents enjeux et je vais laisser Benoît me compléter et apporter un peu du détail, si on peut dire, un peu de viande autour de ces os que je vais vous offrir. Mais dans le fond, sur la compression, c'est vraiment l'enjeu de la taille de l'application au bout du compte et de la taille des fichiers, de la taille des images. Donc, de quelle manière on peut faire une application qui va être téléchargeable dans des délais raisonnables, qui va pouvoir être conservé sur un téléphone sans prendre trop d'espace. Et donc, jusqu'à quel degré de détail on a besoin d'entrer en termes de clarté d'image ben, pour permettre, dans le fond, une lecture optimale dans l'expérience sur rue. Ouais, puis j'ajouterais à ça que, c'est justement un compromis qui est pas toujours facile à trouver parce que, les dessinateurs ont souvent l'habitude de vouloir avoir de la haute qualité, puis de justement dessiner des fois même en vectoriel, fait que d'avoir vraiment, des images qui sont de très, très haute définition et sur des téléphones, bah, c'est sûr que des fois on va, avoir rapidement une augmentation de la taille de l'application si on veut garder cette qualité-là. D'autant plus qu'on visait, le plus possible, d'avoir à la fois les tablettes et les différentes tailles de téléphone. Donc, on sait qu'il y a une grande diversité dans les résolutions des si on parle des derniers iPhone ou des téléphones un petit peu plus anciens, bah, il va y avoir vraiment une très grande, disparité dans, les résolutions disponibles. Donc c'est sûr que c'est un enjeu qui est vraiment important et qu'on a fixé du début, en fait, avec les dessinateurs, pour se donner une échelle, en fait, de quand on vient, afficher, par exemple, un petit personnage qui va apparaître, dans un coin qui représente, par exemple, 1/10 de la grande affiche. Ce personnage-là, on n'a pas besoin de l'avoir dans une très, très haute définition parce que, il va être suffisamment petit pour que les détails n'apparaissent pas. Par contre, si on veut faire apparaître une fumée qui vient monter tout le long de notre affiche, de notre marqueur, et qui va donc prendre une grande place dans l'image, dans ce cas-là, ben, là, on va avoir besoin d'une plus grande résolution et forcément, ça va impacter un petit peu plus l'application. Deuxième élément, ben, c'est l'interface. Donc, j'en parlais tout à l'heure en introduction de la séquence. On voulait la garder la plus simple possible parce que, en plus, là, on se reporte en 2018-2017. Donc, la réalité augmentée était répandue sans l'être autant qu'aujourd'hui. On n'avait pas encore passé par la grande vague Pokémon Go non plus. Mais donc, il y avait une nécessité d'aller chercher une interface qui était la plus simple possible, d'autant qu'on ne serait pas sur place pour prendre l'usager par la main, d'autant qu'on avait un espace limité aussi pour lui donner des consignes au niveau de la manipulation. Donc, déjà, parfois, le simple fait de télécharger une application représente une certaine barrière. Donc, si en plus, il y a des barrières à l'intérieur de l'application, bien, il y a un risque de ce côté-là. Et parallèlement, bien, ça impliquait aussi, dans le détail et dans l'organisation des éléments, mais de s'assurer une lisibilité qui était adéquate, qui était fonctionnelle, et ça pour l'ensemble des lecteurs. Donc, une lisibilité qui allait donc assurer une certaine fluidité dans l'expérience, dans la relation avec l'application. Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça, pour l'interface, on a rapidement opté pour, une simple, clic pour, continuer l'histoire. En fait, on avait divisé, comme Raymond l'avait dit, chaque histoire en 2 histoires, 2 sous-histoires, on va dire. On suivait l'histoire, du personnage masculin et du personnage féminin. Et donc ces 2 histoires partaient à droite et à gauche du panneau. La personne était invitée à vraiment, cliquer pour continuer l'histoire et ce qui était intéressant, c'est que, si on en revient tout à l'heure à ce que Raymond disait sur, le média et les contraintes du média, ben, on ne s'est pas limité à faire suivant, suivant,
page suivante, mais on avait vraiment une progression dans l'espace. C'est-à-dire que parfois, les bulles de bande dessinée, les cases plutôt de bande dessinée, se mettaient à monter autour du marqueur. Parfois, c'était intégré dans le marqueur, où on avait vraiment un jeu qui se faisait avec le marqueur lui-même. Fait qu'il y avait vraiment, on a vraiment essayé d'explorer autant que possible avec les délais qu'on avait et le budget qu'on avait, mais je pense qu'on a réussi à bien explorer justement ces contraintes-là pour voir jusqu'à où on pouvait étirer dans les différentes directions. Puis ça devenait nécessaire parce qu'on veut quand même reproduire une expérience de lecture. Et quand je parlais de transposition du médium, ben, reste qu'on raconte en narration que le dessinateur, lui, dans sa mise en scène sur la planche, ben, peut imposer, peut mettre des éléments, organiser ses cases de façon à imposer un rythme de lecture. Alors, ben, nécessairement, il faut trouver une façon de le reproduire aussi quand on veut transposer parce que c'est important, c'est essentiel, à mon sens, de pouvoir créer cette rythmique-là. Donc, en utilisant l'espace autour, en permettant d'un côté au lecteur d'avoir un certain contrôle, donc sur le rythme, quand on lui donnait cette option-là, mais à d'autres moments, de pouvoir faire débouler différentes cases, d'avoir des courtes séquences un peu plus animées, si on peut dire, on avait aussi un certain contrôle sur une autre portion du déroulement. Donc, c'est qu'on pouvait l'amener dans une expérience de lecture plus traditionnelle d'un point de vue rythmique, au bout du compte, et d'un point de vue rythme de l'histoire, là, globalement. Et troisième élément, c'était la question de l'adoptabilité. Donc, au-delà de la capacité d'usage des usagers comme tels, et en plus, bien, sur l'avenue Cartier à Québec, il y avait évidemment des clientèles plus jeunes, des clientèles touristiques, il y avait aussi des clientèles plus âgées. Donc, on revient un peu à cette facilité d'usage-là aussi, mais également, il fallait prendre en compte une diversité d'appareils. Donc, d'entrée de jeu, quand on développe une application, ben, on sait qu'on ne peut pas simplement la développer sur un seul support, exemple simplement pour les systèmes iOS ou pour les systèmes Android, parce qu'ils risquent d'avoir des pertes d'accessibilité importantes. Le marché est quand même segmenté entre ces appareils-là. Et à l'intérieur même de ces deux grandes familles-là, ben, il y a aussi une sous-famille assez vaste et assez large. Donc, ça fait qu'il n'y a pas une expérience unique au bout du compte qu'on peut proposer et qu'on doit prendre en compte que tous les usagers n'auront pas la même expérience. Oui, puis d'autant plus que c'est vrai que ça représente toujours un défi de créer des interfaces pour une aussi grande diversité parce que l'expérience qu'on va avoir sur une tablette ou sur un téléphone ne va pas être la même. Et aussi, les tailles d'écran sont vraiment très, très variées d'un appareil à l'autre. Ce qui fait en sorte que quand on essaye de faire des menus qui sont, on va dire, adaptatifs, et ben souvent, ça va être des choses à prendre en compte et qui vont être compliquées. Dans notre cas, on a opté vraiment pour, des interfaces minimum, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, d'écran d'accueil, tout se passait directement avec la caméra et on se retrouvait à avoir dans le fond comme seule interface le flux vidéo de la caméra. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'application était lancée et il me semble, il y avait une petite introduction qui expliquait, l'expérience qui allait être vécue. On se retrouvait assez rapidement avec la caméra qui était enclenchée où, on guidait l'utilisateur vers pointer sa caméra en direction d'une des différentes affiches du parcours et à ce moment-là, bah, c'est là qu'il voyait les interfaces apparaître, on va dire dans l'espace, positionnées sur le marqueur directement. Là, on peut le voir sur cette image-là, ben, qu'à droite du marqueur, il y a un début d'image un début d'histoire qui apparaît et on avait toujours ce petit code qui était signalé du départ avec, le bouton orange, toujours pour continuer l'histoire de droite, puis le bouton vert pour faire avancer l'histoire de gauche et donc l'utilisateur avait vraiment, une facilité d'usage, on va dire qu'on avait, maximisée, pour pas qu'il soit perdu dans les menus et qu'il ait à revenir au début ou à recommencer l'expérience. C'était vraiment, pointe la caméra vers le marqueur et ensuite laisse-toi guider par les 2 boutons. Et à ça, ben, il y avait d'autres enjeux. Je l'ai redit, mais choisir son secteur, c'est choisir aussi son public dans la mesure où le même outil qu'on aurait développé sur une avenue qui était peut-être avec une autre clientèle, je pense à la rue Saint-Joseph à Québec, qui a une clientèle beaucoup plus jeune avec des entreprises technologiques, ben, nécessairement, on aurait peut-être développé un autre type d'expérience.
Autre élément, c'est les enjeux du déploiement et des mises à jour, dans la mesure où on sait quand on développe une application, ou on devrait savoir, si on ne le sait pas, que cette application-là n'est pas nécessairement pérenne dans le temps, puisque les téléphones, il y a des mises à jour des systèmes qui sont quand même régulières. Et donc, nécessairement, on sait que le développement qu'on va en faire est bon peut-être pour un 2 ans, peut-être pour un 3 ans, mais au-delà de ça, à moins d'avoir une capacité d'investir pour une mise à jour substantielle, il faut assumer que l'application va avoir terminé sa vie utile à ce moment-là. Et sinon, il y a d'autres défis qu'il faut prendre en considération. Et entre autres, un défi qui nous avait bien rendu nerveux à l'époque, c'est le défi de la dernière ligne droite, dans le fond, de la mise en disponibilité de l'application, dans la mesure où on n'a pas le contrôle non plus sur les délais de mise en place sur les boutiques Apple, entre autres, pour lesquels il y a plus de validation. Là. Ça, c'est un autre exemple. Et je te laisse développer notre quatrième élément également, Benoît. Ouais, c'est ça. Ben, les 3 derniers points, en fait, ils sont un petit peu corrélés ensemble. Le déploiement d'une application de téléphone, c'est toujours un petit peu plus compliqué qu'on pense. Et je dirais d'autant plus quand on n'est pas une compagnie qui fait une entreprise qui fait ça à chaque semaine. C'est toujours des démarches qui sont un petit peu compliquées parce que il y a beaucoup d'informations à fournir, de métadonnées quand on remplit l'information pour qu'elle soit disponible sur le store. Fait que, des imprimés écrans, beaucoup d'informations à remplir. Et surtout, comme disait Raymond, dans cette dernière ligne droite, il y a la problématique des refus de l'application. C'est-à-dire que, en particulier, Apple est un petit peu plus sélectif dans les applications qui sont mises en ligne. Même si c'est des applications qui vont être gratuites, ils veulent quand même s'assurer qu'il y a une certaine qualité dans cette application-là. Et donc, il va y avoir beaucoup de tests qui sont effectués de leur bord. Et parfois, ça peut aboutir à des refus. Alors, si jamais on a planifié de sortir l'application au public le vendredi et qu'on se lance dans la mise en ligne la semaine même, il y a des bonnes chances que l'application soit refusée pour une raison ou pour une autre. Des fois, ça peut être pour un imprime-écran qui n'est pas vraiment le même que celui qui est finalement dans l'application. Ça peut être une pixelisation au niveau d'une image qui ne plaît pas aux développeurs, aux testeurs Apple. Fait qu'il y a vraiment tout un tas de raisons, des fois, qui suffit de justifier et qui vont être acceptées, mais il faut savoir que c'est une réalité. La mise en ligne de l'application peut parfois être un processus qui est un petit peu compliqué. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de ne pas sous-estimer la période de test et notamment de tester avec plusieurs appareils parce que ça va être vraiment important des fois d'essayer la charge, s'assurer que, par exemple, si on a fait le développement sur un appareil un petit peu plus récent, que ça ne va pas faire tout simplement crasher l'application sur un téléphone qui supporte l'application, mais qui est un petit peu plus ancien. Et puis, bien évidemment, s'assurer que sur différents téléphones ou différentes tablettes, on va avoir une mise en page qui va être agréable puis bien lisible. Alors, donc, c'est les différents enjeux qu'on a rencontrés qui nous ont amenés ensuite à développer donc cette exposition-là qui était présente donc, sur l'avenue Cartier, je le rappelle, pendant 2 ans, donc 2018-2019. On a eu globalement à peu près plus de 1000 téléchargements, donc c'est un peu l'objectif du laboratoire qui était cette proposition-là, évidemment, donc des chroniques de Montcalm. Donc, une première expérience qu'on avait faite avec le numérique et une première expérience qu'on avait trouvée probante, dans le fond, dans le contexte, justement, plus d'une transposition du médium en dehors du côté performatif. Et Ouais, de ça... je rajouterais que je pense qu'initialement, c'était prévu juste pour un été. Oui. Et suite au succès de la première année, et je pense que le quartier avait beaucoup apprécié, ça a été renouvelé pour une deuxième année. Fait que c'était vraiment, je pense, ça venait du public, le prolongation de cette deuxième année. Et il faut mentionner justement qu'on faut prendre en compte les non-utilisateurs technologiques aussi et que la présence des planches elles-mêmes et des débuts d'histoire, à tout le moins, offrait aussi une prise en contact pour ceux qui n'avaient pas nécessairement accès à des outils applicatifs. Et de là, dans le fond, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller une étape un peu plus loin? Donc, on a expérimenté avec la réalité augmentée, mais pourquoi pas essayer de créer une immersion à l'intérieur du récit? Donc, c'est un peu l'autre chemin qu'on a commencé à prendre.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2017, on n'avait pas complètement arrêté nos développements scéniques et il y avait certaines des séries de spectacles qu'on produisait qui restaient actives aussi. C'était le cas de notre série Planches d'histoire. Donc, des récits où on prenait un auteur de bande dessinée, on l'installait avec un historien, on les accompagnait dans le travail pour qu'ils développent ensemble une conférence qui allait nous éloigner, dans le fond, des diaporamas classiques et traditionnels, donc des conférences de vulgarisation historique dessinées. Et évidemment, encore là, il y avait toujours la relation entre l'historien et l'écran dans ce cas-ci qu'on trouvait intéressante et on avait envie de prendre notre historien et de l'amener un peu plus loin à l'intérieur de l'écran. Et on savait que le numérique nous permettait, avec les interactions sur le cirque, entre autres, d'avoir un dialogue qui était un peu plus proche, mais on s'est dit que ça pourrait peut-être être intéressant comme autre piste d'exploration, de mettre notre conférencier à l'intérieur d'un dispositif scénique, d'un dispositif écran, et d'aller vers une approche peut-être un peu plus vidéo-scénique à un certain degré. Donc, ce qui fait qu'on a créé 16 écrans modulables qu'on plaçait sur scène et dans ces écrans-là, on avait volonté de mettre notre conférencier, donc d'immerger notre conférencier à l'intérieur de son sujet de conférence, tout en gardant l'esprit de conférence dessinée. Donc ça a donné l'aventure d'un quartier populaire où on faisait l'histoire du quartier Saint-Sauveur avec un lourd dispositif de projection, évidemment, autant pour les écrans arrière et un lourd dispositif aussi pour les écrans avant. Donc, on avait des écrans fixes à l'arrière. On avait des écrans modulables qui pouvaient aussi être déplacés par notre historien conférencier, donc pour créer des formats de différentes envergures, pour créer un jeu aussi avec le sujet, et donc dans lequel l'historien, je le répète, était donc immergé à l'intérieur du dispositif scénique, immergé à l'intérieur des visuels, dans une logique multiple aussi où on métissait des images d'archives avec des dessins, des images cartographiques avec des images plus narratives, donc pour créer donc, cette conférence qu'on avait déclarée augmentée comme telle. Mais ça a amené quand même certaines questions dans la mesure où, au final, on avait beau immerger notre conférencier dans sa conférence, mais reste que pour le public, c'était une expérience qui était un peu plus passive. Et on avait aimé justement dans les chroniques de Montcalm l'idée justement d'interaction que le lecteur, spectateur pouvait avoir avec la conférence comme telle, la possibilité qu'il y avait d'interagir avec l'histoire. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'errer un petit peu au final et qu'on ne devrait pas tenter d'immerger notre conférencier dans sa conférence, mais qu'on devrait plutôt immerger le public dans le sujet de cette conférence-là. Alors, c'est un peu cette réflexion-là qui nous a amené à la réalité virtuelle d'entrée de jeu. Donc, on s'est dit qu'il faut sortir de l'appareil scénique. La réalité augmentée ne nous permet pas non plus d'aller jusqu'au bout de l'expérience immersive qu'on veut faire. Donc, il faut se diriger vers la réalité virtuelle. Et ça nous a mené, donc, en 2020-2021, au moment où on se parle, ou presque, avec donc l'expérience Pop-Up Limoilou, dans lequel, dans le fond, on a choisi de raconter l'histoire du quartier Limoilou à travers les réalités virtuelles, dans une logique multi-inter, pluridisciplinaire, nommez-la comme vous voulez, mais où on a été chercher donc notre équipe technologique pilotée par Benoît Duina, où on a été chercher des dessinateurs de bande dessinée et scénaristes, Richard Valran, Julien Dallaire-Charret, un musicien qui est également historien, Benoît Bordage, un historien, Gilles Galichan, et un projet que j'ai eu également le plaisir d'accompagner tout au long de son développement. Un projet qui a été réalisé en collaboration avec les éditions du Septentrion et le CIMI, qui a été financé par la Ville de Québec et la Caisse populaire Desjardins de Limoilou. Et c'est une première collaboration d'ailleurs avec le CIMI que Parenthèse 9 et les éditions du Septentrion ont développé. Une collaboration pour ce projet-là et aussi un peu par le truchement de Benoît Duina qui, entre les deux projets, s'était vu ouvert les portes justement de charges de recherche à l'intérieur de ce centre collégial de transfert technologique. Et depuis tantôt, je vous présente un peu Parenthèse 9, mais comme avec Pop-Up Limoilou, on a un collaborateur avec qui il y a une relation plus intensive qui s'est faite sur le plan du développement technologique, je te laisserai, Benoît, peut-être prendre quelques instants pour nous présenter un peu le CIMI. Oui, c'est ça. En fait, dans ce projet-là, on dirait que les astres se sont alignés. Moi, ça fait environ un petit peu plus de 2 ans, bientôt 3, que je travaille au CIMI.
Et dans le fond, ce deuxième projet était, on dirait, beaucoup plus ambitieux et avait besoin d'un plus gros développement technologique. Fait que ça a été vraiment, je pense, une très bonne chose qu'on puisse le faire via l'organisme du CIMI. Dans le fond, le CIMI, pour le présenter rapidement, ben, c'est un centre collégial de transfert technologique. Donc, il y en a plusieurs partout dans le Canada qui regroupent différents, on va dire, domaines. Le CIMI en particulier, c'est un centre d'imagerie numérique et médias interactifs. Donc, les différents domaines avec lesquels on va travailler, ça va être la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et également tout ce qui est imagerie médicale. On est affilié au Cégep de Sainte-Foy à Québec et dans le fond, la mission du CIMI, comme tous les autres CCTT, c'est de soutenir l'innovation au sein d'organisations canadiennes en offrant des services de recherche. Fait qu'on est un organisme gouvernemental qui va offrir, dans le fond, des subventions et des leviers de subventions pour développer des projets pour tout type d'entreprise. Ça peut être aussi bien des grosses entreprises comme Thales ou Bombardier que des plus petites entreprises, des PME ou même des organismes à but non lucratif. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, on parle d'innovation. Donc, il y a une réflexion à savoir dans quelle mesure ce qu'on veut proposer, ce qu'on veut développer est innovant. Donc, on avait l'impression d'innover ou d'approcher, de faire avancer la discipline. Et finalement, ben, aux côtés des éditions du Septentrion, on a conclu, on a réalisé qu'il y a déjà des applications de réalité virtuelle qui se font, mais qu'on est dans un contexte un peu comme on le faisait avec la réalité augmentée tout à l'heure, un peu comme on le faisait aussi dans l'expérience scénique, ben, de transposer un médium, une approche littéraire dans un autre médium et que ce projet-là devenait de facto innovant pour la discipline de la bande dessinée, devenait de facto innovant pour la littérature historique et pour la diffusion et la valorisation tant de l'un que de l'autre. Alors, donc, comme assise de ce projet-là, d'entrée de jeu, on a choisi de faire une adaptation. Ce qu'on a adapté, c'est un livre historique, Gilles Galichon, donc l'Église Saint-Charles de Limoilou, témoin d'histoire et chantier d'avenir. Donc, un livre qui nous raconte l'histoire d'une église qui a été construite à peu près au milieu de l'histoire du quartier. Et on a choisi de placer, donc d'entrée de jeu, cette église-là comme étant le témoin privilégié de l'histoire qui l'a précédée, de l'histoire qui a suivi sa construction. Donc, d'avoir nécessairement l'Église Saint-Charles qui était au cœur de notre création et qui observait, dans le fond, la construction de cette trame historique qui a tissé le quartier Limoilou, dans la mesure où, de toute façon, les développements qui ont précédé la construction ont mené justement à sa mise en place, à sa mise en œuvre. Et c'était la première église du quartier, donc nécessairement, elle a ensuite précédé absolument tous les autres développements dans le secteur. Alors, donc, on part de ce livre-là, on y adjoint notre équipe multidisciplinaire et on fait un peu la même démarche qu'on a fait dans les autres projets. Donc, l'idée d'un travail collaboratif dès le départ. Donc, les premières rencontres, les premières réunions, tout le monde est là, tout le monde doit être là pour échanger, pour discuter, pour explorer autour de ces éléments-là et pour définir nos contraintes également, puisqu'on restait un peu dans cette logique-là. On savait également qu'on avait des a priori technologiques notamment. Donc, souvent, il va y avoir des applications de réalité virtuelle, mais qui vont nécessiter de l'équipement, qui vont nécessiter des tours, des ordinateurs, et on ne voulait pas avoir besoin de ce type de support-là. Donc, on voulait avoir quelque chose qui était très léger. Donc, une application qui allait être limitée essentiellement au casque, qui n'allait pas avoir besoin d'un support informatique additionnel. On est aussi, évidemment, on fait de l'expérimentation, mais on le fait dans une logique grand public et dans une logique tout public. Alors, on estimait que, un peu comme pour la réalité augmentée quelques années plus tôt, pour la réalité virtuelle, on en entend beaucoup parler, mais les opportunités de l'expérimenter ne sont pas si grandes. Les gens n'ont pas encore ces appareils-là à la maison et n'ont pas encore une maîtrise du médium non plus. Alors, il fallait pouvoir leur proposer quelque chose qui était simple d'usage, qui était facile à aborder et pour lequel on n'avait pas besoin, peu importe leur degré de capacité technologique, de les accompagner par la main, ou de les prendre par la main pour les accompagner dans l'application ou sinon de les prendre par la main trop longuement, si on peut dire. Et dernier élément, qui est non le moindre pour nous, c'est qu'on souhaitait que cette application-là puisse s'inscrire dans une certaine durée.
Et donc, on avait l'impression que si on allait vers une approche qui était plus photoréaliste à certains égards, eh bien, qu'on allait s'y perdre parce que éventuellement, la qualité des engins graphiques allait s'améliorer, les possibilités visuelles allaient être bonifiées. Et donc, si on allait avec quelque chose qui était trop réaliste dans l'approche, eh bien, on allait l'échapper tout simplement, puisque le projet allait pouvoir être estampillé 2020-2021 au bout du compte. Donc, d'aller et de rechercher un aspect intemporel. Donc, ça, c'est l'approche. Et en même temps, il a fallu aussi, à travers tout ça, essayer de réfléchir à une assise, parce qu'on voulait retrouver l'esprit du livre et on voulait retrouver la dimensionnalité du livre. Et donc, on est tombé un peu dans la littérature presque jeunesse, si j'ai envie de dire, mais avec les livres pop-up, où on avait l'impression que c'était un contexte où, justement, le livre avait une certaine physicalité au-delà de la page, il avait une tridimensionnalité au-delà de la page comme telle. Et on trouvait intéressant d'aller vers un a priori où, justement, le spectateur serait immergé à hauteur de page au bout du compte. Donc, se retrouverait physiquement sur la page de ce livre pop-up-là et interagirait avec un univers de papier comme à l'intérieur des livres pop-up. Donc, ce qui fait qu'on retrouve un peu l'essence du livre, mais qu'on la transpose, dans le fond, aux possibilités que la réalité virtuelle nous offre. Et ça nous donne aussi un cadre esthétique autour duquel orienter nos dessinateurs. Ça nous donne un cadre de construction auquel s'orienter sur le plan du scénario et pour soutenir aussi les différents apports de la recherche historique qu'on faisait autour de tout ça. Donc, de retrouver le livre pop-up et de l'amener vers, justement, la réalité virtuelle dans le contexte d'une histoire de Limoilou dans laquelle on allait tenter parfois d'expliquer des concepts assez larges, comme ici, le fait que dans les années, mon Dieu, fin 1800, tranquillement, il y a une multiplicité de villages qui vont se développer, donc ce ne sera pas un tout au départ, mais plein de petits villages qui, éventuellement, vont se regrouper, donc d'avoir un concept qui est relativement large, autant que d'aller vers des événements très, très précis, comme par exemple en 1892, le feu d'Edléville, où il y a la portion sud du quartier Limoilou qui va, en fait, le village d'Edléville. Donc, aujourd'hui, la portion sud, à l'époque, c'était le gros village, on peut dire, qui va brûler dans presque son entièreté. Et des épisodes comme ça aussi, où on sait que ça va résonner avec d'autres quartiers populaires. On avait fait l'histoire de Saint-Sauveur un petit temps avant. On a discuté avec d'autres personnes autour d'autres histoires de quartier. Il y a toujours un feu à l'intérieur de ces histoires-là qui forcent un peu leur évolution. Il y a parfois des âges d'or aussi et qui permettent aussi de multiplier un peu les concepts visuels pour pas non plus toujours aborder les scènes de la même façon. Donc, dans ce cas-ci, on est dans les années 1920 où la Québecland Company vient d'acheter une bonne partie de terrain qui ont été mises en vente à l'intérieur du quartier Limoilou. Pour ceux qui connaissent Québec, le quartier Limoilou a beaucoup à partager avec certains quartiers de Montréal dans sa structure, dans l'organisation de ses rues, dans les choix urbanistiques qui ont été faits. Et c'est pas mal dû avec cette période-là où justement il y a des développeurs qui avaient travaillé entre autres sur Montréal, qui sont venus développer, penser le quartier et des gens qui sont venus le vendre aussi. Parallèlement, d'essayer d'illustrer autant la montée de ce quartier-là, donc jusqu'aux années peut-être 40-50, éventuellement son déclin subséquent, comme encore là, beaucoup de quartiers populaires de centre-ville qui, dans les années 60-70, avec la montée en puissance de la banlieue, ont connu un déclin quand même important, un creux massif sur le plan démographique, sur le plan des dynamiques urbaines également. Donc, on cherche à illustrer pour amener tranquillement jusqu'à l'époque actuelle, jusqu'à des époques où il y a des grandes décisions qui ont été faites, comme entre autres dans le cas de Limoilou, de renaturaliser les berges de la rivière Saint-Charles, une rivière qui avait été enclavée à l'intérieur de blocs de béton, donc pour ramener un peu des portions de nature à l'intérieur de ce centre-ville-là. Et donc, de toujours le faire dans une esthétique de papier découpé, dans une esthétique de livre pop-up qui allait nous permettre d'avoir justement cette pérennité visuelle qu'on cherchait et de trouver à travers tout ça une façon d'amener également ce récit historique-là et de l'amener à travers le médium de la bande dessinée. Donc, c'est un peu l'essence créative, si on peut dire, de Pop-Up Limoilou. Évidemment, une fois qu'on a défini un peu les concepts, là, il faut trouver des manières de les asseoir. Et la première question qu'on a eue, c'était notre église, au bout du compte. Donc, l'église Saint-Charles de Limoilou, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on la place et comment on lui donne ce statut de témoin
privilégiée de l'histoire. Et donc, on a choisi de créer une aire d'accueil au bout du compte dans lequel l'Église allait se retrouver, dans lequel le lecteur-joueur allait arriver et autour de laquelle allaient être placées les différentes autres scènes, les différentes époques autour desquelles on allait vouloir amener le spectateur. Et donc, de là, Benoît, on a développé, dans le fond, un modèle 3D, dans le fond, de l'Église Saint-Charles. Oui, ben, dans un premier temps, on était parti sur une approche un petit peu plus photoréaliste. On voulait vraiment avoir cette église au centre, puis avoir un modèle 3D qui la représentait bien. Et on s'est rendu compte, on l'a gardé quand même à un bon moment dans le projet, ce modèle 3D qu'on a développé. Puis plus le projet avançait, plus on se rendait compte que ça clenchait un petit peu avec le reste. Tout le reste de notre environnement était dessiné et cette église était photoréaliste. Fait que là, on s'est dit que ça a été une des dernières modifications, on va dire, vers la fin du projet. Pourquoi pas y aller avec une version qui serait dessinée de cette église-là aussi. Donc, on a un de nos dessinateurs qui s'est lancé dans la tâche, puis qui a fait un super beau travail en reconstituant les différentes façades. Et on en parlera un petit peu plus loin, mais c'est un challenge aussi parce que on ne veut pas avoir un seul dessin de son ensemble de l'église, mais on veut avoir vraiment comme des morceaux qu'on va venir assembler pour pouvoir ensuite avoir vraiment une représentation 3D. Fait que pour tout le projet, les dessinateurs ont sorti un peu de leur zone de confort, on va en parler un petit peu plus tard, et c'était vraiment important de travailler avec des plans de face pour ensuite pouvoir reconstituer les modèles 3D en entier. Là, on voit une petite animation qu'on n'a pas utilisée finalement, mais qu'on avait faite pour montrer un petit peu la création de cette église à partir des différents dessins. Et là, on a une vue un petit peu des différents éléments qu'on avait vus. C'était vraiment important pour nous, cette zone d'accueil, parce qu'entre chaque tableau, le visiteur allait revenir ici. Et c'est aussi un peu la zone de transition où, quand la personne allait finir l'expérience, poser son casque quelque part, la personne d'après, on ne voulait pas qu'il y ait comme une histoire qui parte de zéro et qui aille jusqu'à un point final. Fait que c'était vraiment une déambulation libre. Et donc, à chaque fois, ben, le joueur allait se retrouver à cet endroit-là comme point de départ, on va dire, devant l'église. Et les différents, on va dire, euh, éléments qu'on avait suggérés pour ce point d'accueil, ben, c'était d'une part l'église, d'autre part cette petite patio qui a été plusieurs années des places éphémères qui ont été mises en place devant l'église, fait qu'on voulait reconstituer un petit peu cette ambiance chaleureuse. Et puis surtout ce dôme qu'on voulait utiliser un peu pour fermer, puis pour créer une bulle un petit peu qui vient enfermer ce coin pour, on va dire, pour des raisons de création compliquées. On ne voulait pas avoir à reconstituer toute la ville qui était autour, fait qu'on on a pris le parti pris d'isoler cette église dans un dôme. Et puis, je pense que c'était aussi une façon de la mettre en valeur, de l'isoler un petit peu du quartier, du reste du quartier. Et on voit autour ben, les 8 différentes zones qui donnent accès aux différents tableaux, aux différentes époques à travers lesquelles le visiteur va pouvoir explorer l'Imolu. Donc, Fait que un si accès par on, des portails. c'est ça, si on zoome un petit peu plus sur une des portes, ben, la façon dont le visiteur est un petit peu plongé dans cette expérience-là, c'est qu'il va y avoir une introduction avec un titre qui va représenter chaque tableau, une époque et une petite description sommaire de ce qu'il va retrouver dans le tableau. Et ensuite de ça, ben, il avait comme une instruction assez simple d'appuyer sur un bouton pour rentrer, plonger dans le tableau, dans l'expérience. Alors, donc, ça donne l'application et en développant aussi ce cœur-là, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait des enjeux également qu'il fallait adresser rapidement, ne serait-ce que la manière de se déplacer à l'intérieur d'une application de réalité virtuelle. Ouais, en réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui est très connu comme étant une problématique, les déplacements. Dans le fond, on est vraiment immergé complètement dans un environnement virtuel, contrairement par exemple à une télé. Si on voit quelqu'un se déplacer, avancer dans une télé, ben, notre cerveau comprend très bien que ce n'est pas nous qui nous déplaçons, mais c'est l'image de l'écran qui se déplace.
Par contre, quand on est dans un casque de réalité virtuelle, notre cerveau a tendance à confondre un petit peu les choses et à pas vraiment comprendre pourquoi l'image avance alors que nous-mêmes, nos jambes, notre corps ne se déplacent pas. Et donc ça peut venir créer des mal de cœur chez certaines personnes, surtout quand on est dans des utilisations qui durent un petit peu dans le temps. Et donc une méthode qui est couramment utilisée pour se déplacer dans les environnements virtuels, c'est la téléportation. Fait que c'est souvent assez facile à mettre en place et assez intuitif pour les utilisateurs. On va avoir vraiment un bouton qui va nous permettre comme de tracer un petit jet qui va nous pointer l'endroit vers lequel on va se déplacer. Et en relâchant le bouton, ben, on se déplace automatiquement à cet endroit-là. Fait que c'est quand même une pratique qui est assez courante. Et puis, ça nous a aussi permis de délimiter, dans le fond, une zone. Souvent, c'était des zones circulaires qui étaient délimitées par des objets. Là, dans ce cas-là, ça va être des arbres, une forêt qu'on a pu mettre en périphérie de la zone et qui vient un petit peu limiter les déplacements de l'utilisateur, tout en laissant la possibilité, entre guillemets, d'aller voir un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire que on laissait quand même la possibilité aux joueurs de se déplacer en arrière des premiers arbres pour qu'ils puissent se sentir un peu comme chanceux d'aller voir l'arrière du décor de la salle de théâtre. Oui, puis de pouvoir sentir justement l'esprit pop-up où de toute façon, l'œil peut déplacer le livre. Donc, ça nous semblait important de permettre de soutenir ce déplacement-là dans le contexte d'une expérience qu'on bâtissait pour à peu près une demi-heure de navigation à l'intérieur de l'application de réalité virtuelle. Et à travers ça, il fallait aussi intégrer des aspects didactiques parce qu'on parle beaucoup de bande dessinée, mais c'est aussi de la littérature historique, une littérature qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous explique. Et donc, il fallait également les retrouver et développer, dans le fond, un seuil minimal d'application qui allait permettre de soutenir et de valoriser cette recherche-là autrement que par le contenu visuel, autrement que par également les panneaux de lecture qui étaient disséminés à l'intérieur, principalement de l'aire d'accueil. Donc, on a fait également des développements en ce sens-là pour déclencher des sons, des explications et éventuellement venir bonifier ce qui était somme toute, une expérience d'abord et avant tout contemplative. Donc, où le spectateur allait arriver dans une scène, allait pouvoir observer, découvrir la scène, échanger autour de ça. Et dans un contexte où aussi il fallait considérer que les gens n'allaient pas nécessairement non plus se retrouver avec l'application toujours au même point. Si on est dans une logique de prêt, d'échange, de casque, on n'allait pas toujours repartir à zéro. Et donc, il fallait également permettre une exploration qui n'était pas linéaire pour soutenir le passage d'un usager à l'autre. Donc, ça, c'est un peu les aspects didactiques qui sont arrivés en cours de route aussi au fil des tests, des validations, souvent autour de l'espace d'accueil, justement, où on se rendait compte que il manquait peut-être un peu certains aspects, certains éléments. Donc, ce qui fait que tu as beaucoup fait d'aller-retour sur l'aire d'accueil au fil du développement, Benoît. Ouais, puis ça a vraiment été une construction qui s'est créée. Puis on en parlait un petit peu au début, là, mais je pense que d'inclure les dessinateurs, l'historien dans le processus, puis d'avoir vraiment ces allers-retours, ça a vraiment permis de converger vers, je dirais, une solution qui convenait à tous dans l'équipe de développement. Et surtout, de faire les choix qui sont les plus éclairés pour une expérience réussie. Et donc, tout ça nous a mené donc, vers l'application comme telle. Donc, je disais, on a 8 tableaux qui nous amènent de 1535 jusqu'à 2010. Et peut-être pour vous accompagner un peu dans le développement d'un tableau, parce que là, on s'est beaucoup centré sur l'aire d'accueil comme telle, mais un peu dans la logique étude de cas que j'avais présentée au départ, on a envie de vous faire un peu l'historique de développement du premier tableau, donc l'hiver de Jacques Cartier. Donc, on se reporte en 1535, c'est son, je crois, troisième voyage. Et il est arrivé à Limoilou, donc au parc Cartier-Brébeuf. Aujourd'hui, en fait, le parc Cartier-Brébeuf. À l'époque, ce n'était pas du tout ça, on s'entend. Et il a passé là son premier hiver, un hiver qui était extrêmement difficile, entre autres à cause du scorbut. Il y a plusieurs de ses membres de son équipage qui sont décédés de ça, plusieurs qui étaient affectés par cette maladie. Et éventuellement, il y a eu prière à Notre-Dame qui a été faite, donc des invocations pour essayer d'avoir un peu la grâce de Dieu pour sauver l'équipage. Finalement, ce n'est pas Dieu qui l'a sauvé, mais c'est plutôt les Autochtones qui étaient là, qui lui ont amené l'ANEDA, donc pour lui permettre, à lui et son équipage, d'aller chercher les vitamines dont il avait besoin pour lutter contre le scorbut.
Donc, on a cette scène-là. Évidemment, on s'inspire d'une source historique au départ, donc qui était le vœu à Notre-Dame de Maslow, une œuvre qui est un peu incontournable, qui se retrouve à quelque part à Limoilou d'ailleurs, et donc qui résume bien cette scène-là et qui est probablement l'élément le plus connu associé justement à la scène qu'on développait. Donc, à partir de ce portrait-là, à partir du travail historique de Gilles Galichan, eh bien, on s'est installé, Gilles et moi, et on a développé, à partir des concepts aussi qui avaient été émis, donc une description de la scène. Donc, à l'intérieur de cette scène-là, d'un point de vue historique, qu'est-ce qu'on a besoin, quel type de déploiement on propose, ce serait quoi la base, la source principale. Et donc, on est arrivé avec une première histoire, un premier scénario d'illustration qu'on a passé ensuite au dessinateur et qui a commencé justement à en faire un découpage un peu plus précis. Donc, d'aller chercher les éléments, de réfléchir à l'agencement de ces éléments-là à l'intérieur de la scène et également dans une logique de perspective parce qu'on ne demandait pas au dessinateur de faire un plan bidimensionnel, mais au bout du compte, on lui demandait de créer un environnement, une illustration avec une action à l'intérieur de cette illustration-là, mais qui était sur une multiplicité de plans. Donc, quel élément on met à l'avant, quel élément on met à l'arrière, à l'intérieur et à partir de ces descriptions historiques-là. Et donc, une fois que ce storyboard de plan est développé, eh bien là, on peut commencer aussi à faire des tests de placement. Donc, c'était notre premier tableau. Donc, voir un peu si, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue matière, peut-être un peu, ça fonctionne. Il a fallu s'en assurer, Benoît, justement, qu'on était capable de repliquer aussi l'esthétique du papier qu'on voulait proposer. Oui, exact. Puis au début, surtout que tout le défi résidait aussi dans la création de ces éléments-là qu'on allait inclure dans notre environnement 3D. Les premiers tests qui ont été faits entre guillemets à la main, c'est-à-dire que en prenant le dessin du dessinateur, par exemple, de Jacques Cartier, j'avais modélisé un petit personnage qui reprenait les formes du dessin et à laquelle on donnait une petite épaisseur pour donner cette espèce de sentiment de papier carton un petit peu plus épais. Et donc, on a eu une première validation du visuel qui était intéressant à nos yeux. L'effet de parallaxe donne vraiment un effet qui est très intéressant. Puis, on s'est lancé dans cette direction-là. Ça a validé nos premières intuitions et il ne restait plus qu'à créer tout le développement, on va dire. Oui, puis avec beaucoup de contraintes associées au dessin aussi, parce que, au bout du compte, au-delà de la création classique, on demandait aux dessinateurs de dessiner beaucoup plus que ce qu'ils auraient dessiné en temps normal aussi, parce que justement, on n'était pas dans une BD, mais on était vraiment dans un environnement pop-up et dans un environnement complet. Donc, ça impliquait qu'ils dessinent des objets entiers avec une multiplicité de points de vue. Donc, il y a beaucoup de matière, mais en même temps, de ton côté, Benoît, il y avait possibilité aussi de dupliquer certains visuels et donc de partir de 5, 10 arbres pour en générer une centaine là, selon les besoins. Oui, exact. Puis c'est vraiment, je pense que c'était la problématique principale au début, c'était vraiment de comprendre cette façon de travailler et dans le fond, vraiment d'avoir une approche plus de création d'assets, comme on peut appeler dans le jeu vidéo, plutôt que d'avoir la création de dessins. Et ça a été vraiment d'isoler, puis de dire, OK, à partir de maintenant, on ne veut pas forcément faire un dessin, mais on veut créer des éléments qui vont se retrouver dans un paysage 360. Et c'est là où on avait, plutôt que d'avoir des dessins, par exemple, d'arbres où on ne dessine pas ce qui est en arrière des personnages, dans ce cas-là, ben, c'était vraiment important de dessiner les arbres dans leur entièreté, même s'ils allaient être en arrière-plan, parce que le joueur allait pouvoir se déplacer et regarder autour de l'arbre. Fait que c'est vraiment important qu'on ait l'entièreté de chaque objet. Et par contre, comme le disait Raymond, l'intérêt, c'est que, par exemple, toute cette forêt-là a été faite avec seulement 4 dessins. Fait qu'on avait un dessin avec 2 arbres, un dessin avec 4 arbres, un dessin avec un arbre, puis un autre quelque part. En tout cas, il y en avait 4. Et on peut assez facilement dupliquer et ça donne vraiment un effet de forêt. Quand on est immersé dans le casque, on ne se rend pas compte du tout qu'il y a seulement 4 dessins qui ont servi à générer toute cette forêt-là. Et dans tout ça aussi, et c'est beaucoup dans la première scène qu'on a rencontré ces défis-là aussi, parce que c'est la première qu'on a développée, et on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux importants au niveau
d'aller chercher justement cette texture papier-là, de donner de l'épaisseur au dessin 2D, de gérer les vides. Et ça, il y a eu un gros travail de développement de nouveaux outils pour permettre justement de faciliter ça parce qu'il y avait tellement d'assets générés que l'équipe technologique ne pouvait pas suivre si ça impliquait de tout gérer ça, de tout gérer les découpes de façon manuelle. Ouais. D'une façon générale, quand on parle de dessin 2D dans des environnements 3D, souvent ce qui est utilisé en jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle des billboards. Fait que c'est vraiment une texture qui vient jouer avec la transparence de l'objet et cette texture-là pourrait faire apparaître le dessin en 2D dans notre environnement 3D. On ne voulait pas forcément utiliser ces billboards-là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur. Fait qu'on perd un peu cette notion euh, on va dire, de carton, de papier carton, puis de matérialisme qu'on trouvait intéressant. Les billboards sont souvent plus utilisés pour être face à l'utilisateur, puis à diminuer la charge on va dire, de calcul de l'engin 3D. Et puis, le deuxième point, c'est que ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'était d'avoir des ombres au sol qui représentent nos dessins 2D. Fait que ça, c'est pas possible non plus avec ces billboards-là. Fait qu'on a développé un outil qui nous permettait, pour s'éviter d'avoir à chaque fois à modéliser, entre guillemets, à suivre les lignes, puis à faire des dessins plus compliqués, ben, on a automatisé ce processus-là et on a créé un petit outil qui nous permet, à partir d'une image d'un dessinateur, donc on avait certaines consignes au dessinateur, c'est-à-dire de laisser une petite bordure blanche autour du personnage qui allait nous donner un petit peu ce côté dessin. Notre logiciel, notre outil, venait dans le fond suivre le contour transparent de l'objet et appliquer une texture sur ce modèle 3D qui avait été créé. On a eu assez rapidement une première problématique, c'était qu'on n'arrivait pas à gérer tous les trous qu'il y avait dans les modèles avec notre première itération de l'outil. Ce qu'on trouvait dommage parce que ça donne vraiment une dimension pour la parallaxe qui est vraiment intéressante d'avoir, par exemple, on voit ce bateau, c'est un petit peu dommage dans notre première itération, tous les trous qu'on voit ici étaient blancs et étaient bouchés. Fait que ça vient un petit peu trop bloquer l'arrière-plan de notre environnement. Donc, on a développé une nouvelle itération de notre outil pour qu'il puisse gérer tous les trous qu'il pouvait y avoir. Et finalement, on avait, suite à plusieurs itérations, on avait vraiment un outil qui était performant et qui permettait de gérer en batch toutes les images que les dessinateurs pouvaient nous fournir et de les intégrer ensuite dans notre engin 3D. Et à ça, on a décidé que comme on était sur une page de papier, que normalement, dans le livre pop-up, il y aurait seulement eu un aplat de couleurs. Donc, de jouer un peu avec cet aplat-là et de jouer aussi la même chose avec le ciel. Donc, de les sortir un peu d'une esthétique papier et de les ramener vers une esthétique d'illustration peut-être un peu plus classique pour ensuite pouvoir développer donc cette scène 360 degrés. Et dans ce travail-là, bien évidemment, on l'a répercuté après ça sur une multiplicité de tableaux et on a rencontré donc différents autres enjeux au fil du développement. Un peu comme tout à l'heure, on va en faire un inventaire rapide parce que je vois que le temps file. Benoît, je te laisse compléter comme tout à l'heure autour de là ce que je propose. Premier élément, c'est l'intégration. Donc, on part quand même d'une logique de dessin vers un panorama. Ça implique un autre mode de pensée, un autre mode de réflexion de la part de l'équipe de dessin, le développement d'outils dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça pour gérer une somme de matériel relativement importante et dans un contexte où finalement, le résultat final restait quand même d'un montage à la main manuelle de l'ensemble des éléments de la scène qu'on proposait également. Oui, je pense qu'il y a eu vraiment un travail colossal qui a été fourni par les dessinateurs, là. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de matériel qui a été créé, surtout avec le peu de temps dans lequel le projet a été bouclé. Euh, Par contre, c'est sûr que la suite, pour la disposition, on avait quand même une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on partait de... Moi, je me retrouvais dans le fond un petit peu avec comme une bibliothèque d'images que je pouvais placer en suivant les consignes quand même avec laquelle le scénario des dessinateurs avait été planifié.
mais il y avait vraiment une liberté dans le placement de tous ces objets-là pour essayer, je dirais que le plus grand enjeu, c'était de meubler l'espace parce qu'on avait quand même des environnements 360 degrés, fait qu'on ça représente une zone qui est non négligeable et justement, si on veut le remplir et ne pas avoir à faire faire 250 maisons différentes aux dessinateurs, ben, il faut essayer d'être malin, puis de dupliquer certains objets, puis d'essayer de les reproduire à différents endroits dans la scène sans qu'on se retrouve avec l'impression qu'il y ait uniquement deux maisons identiques. Parallèlement, donc, il y a la notion de collaboration, en fait, dans la mesure où le flux de travail était quand même relativement complexe et complexifié par le fait qu'au-delà de l'idée de départ, ben, il fallait pouvoir réagir, évoluer. Donc, quand Benoît parlait tout à l'heure, en fait, des trous, des réalités au niveau du visuel qu'on a réussi à relever d'un point de vue technologique en cours de route, mais ce n'était pas nécessairement le cas au départ non plus. Et donc, il fallait que les dessinateurs puissent être ouverts à revoir un peu les contraintes qu'on allait leur donner parce que l'équipe technique allait faire de la R&D pour l'intégration en parallèle où on développait les tableaux parce que c'est à travers le développement que des contraintes additionnelles qui n'avaient pas été escomptées allaient apparaître et qui allaient pouvoir être considérées. Et entre autres, en ce qui concerne la taille des assets, entre autres, en ce qui concerne l'approche par laquelle les dessinateurs allaient livrer leur matériel. Ouais, puis c'est toujours un exercice un petit peu délicat parce qu'on se retrouve à faire de la recherche et en même temps, ben, on veut essayer d'avancer le projet le plus rapidement possible. Donc, c'est sûr qu'au début, ben, on essaye de donner des consignes qui sont les plus strictes possibles, entre guillemets, pour qu'il y ait le moins d'aller-retour possible. Mais au fur et à mesure du temps, ben, on se rend compte, OK, ben, peut-être que finalement, la taille des assets qu'on a déterminés au départ, juste avec notre tableau, notre premier tableau de l'hiver de Jacques Cartier fonctionnait bien. On se retrouve avec 8 tableaux qui ont énormément d'assets. Peut-être ça va commencer à s'empiler puis à devenir une application qui est un petit peu trop lourde. On se retrouve un petit peu avec la même problématique qu'on avait eu avec la réalité augmentée dans les chroniques de Montcalm, dans la mesure où le support qui a été choisi, puis on en parlera un petit peu plus tard, mais c'était un casque autonome, c'est-à-dire que dans le fond, on peut comparer ça avec un téléphone performant. Le casque qui a été choisi, l'Oculus Quest, ben, tout le calcul, la puissance de calcul est intégrée dedans, fait que ça va être vraiment important de bien gérer, dans le fond, la taille des assets et d'optimiser le plus possible la qualité des dessins versus le poids des fichiers qui sont utilisés pour ne pas se retrouver avec une application qui est trop lourde. Alors, comme il nous reste une dizaine de minutes, on va accélérer un peu pour les éléments de suite, mais rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait adresser d'abord la représentation visuelle des éléments qui avaient été proposés. Donc, on a choisi volontairement d'écarter le son une fois les premières rencontres de fait pour vraiment développer une première version intégrale sur le plan visuel seulement. Et ça nous a permis ensuite de fournir, dans le fond, une application finie à notre historien musicien pour qu'il puisse ensuite développer le son en ayant connaissance précise des endroits où ce son-là allait être interpellé pour pouvoir vraiment venir donner corps à l'expérience parce qu'il y a le relief du 2D au 3D, mais on donne corps, on donne esprit aussi à travers le son. Et encore là, il y avait des enjeux relatifs aux fichiers, à la taille, à la qualité des fichiers, à la qualité de l'expérience aussi avec le casque qui n'est pas nécessairement optimal d'un point de vue sonore. Donc, il y a quand même eu pas mal de défis de ce côté-là à relever aussi. Et au niveau de l'organisation également, il y avait quand même des objectifs à respecter dans la mesure où, bon, à l'époque, il y avait une date de lancement qui était quand même assez prédéterminée. Donc, on avait un calendrier qui était quand même relativement serré. Et donc, ce qu'il fallait aussi, c'est pouvoir être réactif. Donc, Benoît, rapidement, s'il y avait un défi qui envisageait, mais qu'il puisse lever là, un drapeau, qu'on puisse se rencontrer là-dessus. Si au niveau du travail, au niveau du dessin, mais que les dessinateurs ressentaient un défi, donc encore là, il fallait être très, très réactif et il fallait
fallait être en constante communication, je pense, dans tout le développement de ça. Je pense que ce n'est pas passé une journée ou un mois où il y avait les dessinateurs qui allaient développer dans leur coin sans contact avec l'équipe de conception technologique. Fallait quand même garder aussi dans la boucle notre concepteur sonore, même si on l'avait écarté de la première phase, parce que lui devait quand même se préparer, devait savoir c'est quoi les assets, les éléments, les personnages qui avaient été réservés. Donc, tout ça nous a forcé d'aller chercher une définition de tâche qui était très fluide plutôt que très by the book, si vous me permettez l'anglicisme, où chacun aurait eu une approche très, très carrée dans le développement. Et tout ça nous a mené donc vers l'application comme telle. Et Benoît, en fait, il y a aussi, dans le fond, des réalités technologiques auxquelles on a été confrontés dans ces éléments-là, tant en amont, tant en aval aussi autour de ça. Et entre autres, tu parlais, dans le fond, du choix de l'outil. Il y a le casque, mais avant tout, il y a Unity aussi qui a été un choix déterminant de notre côté. Ouais, ça a été un choix assez rapide parce que je dirais que dans le milieu du jeu vidéo, il y a plus de disparités entre les outils qui sont utilisés. Mais pour le milieu, on va dire, de la recherche, le milieu culturel, il y a vraiment une grosse communauté là, qui est développée autour de l'engin de jeu Unity. Et il répond à tous les besoins qu'on avait. Fait que ça a été, en plus d'avoir une bonne connaissance aussi de ce logiciel-là, je pense que c'est tous les éléments qui ont fait en sorte qu'on choisisse cet outil-là. Le deuxième point, ça a été le choix du casque. Ça a été, on va dire, entre le moment où on a commencé à parler du projet ensemble avec Raymond, puis que ça a commencé à émerger, et le moment où on a commencé le projet, Oculus a sorti un casque qui a un petit peu révolutionné quand même le milieu de la réalité virtuelle. Un casque à très bas prix, avec ce qu'on appelle 6 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on peut contrôler non seulement la rotation du casque, mais aussi le déplacement en translation. C'est-à-dire que si on avance avec notre casque dans notre salon, on va aussi avancer dans l'environnement virtuel. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avec, par exemple, des Google Board ou le casque Oculus Go, qui était son prédécesseur. Donc, c'est vraiment un casque qui a fait on va dire, une grand pas en avant pour la réalité virtuelle destinée au grand public. Il y a maintenant, si le projet est fait aujourd'hui, il y a d'autres options qui sont disponibles, mais Oculus reste un choix quand même le moins dispendieux pour ce type d'expérience. Il y a HTC qui vient de sortir son Focus 3, qui est aussi un casque autonome. On reconnaît les manettes, il y a eu une grosse inspiration entre les différents concepteurs de casques de réalité virtuelle. Puis il y a aussi le Pico Neo, qui est un autre fournisseur de casques, qui ont aussi leurs intérêts. En tout cas, on s'étalera pas sur le sujet, mais Facebook a peut-être, on va dire, qui est plus propriétaire, avec un fonctionnement avec les comptes Facebook qui n'est pas forcément facile à gérer pour le milieu culturel. Fait que ces deux autres casques peuvent être des alternatives intéressantes pour des projets culturels. Et puis ensuite, l'autre question qui a été assez rapidement aussi au cœur du sujet, au cœur de la problématique, c'est la méthode de diffusion. Parce que quand on parle d'une application mobile, on peut facilement la mettre en ligne sur un store ou sur les différents stores, mais avec un casque de réalité virtuelle, on est plus attaché à une position physique. Je dirais que le marché n'est pas encore assez mature pour qu'on mette l'application en ligne et que les gens la téléchargent chez eux. Fait que c'est sûr qu'il y a des enjeux de disponibilité. Le choix qui avait été fait avec l'application, c'était qu'elle soit disponible dans les bibliothèques. Entre-temps, il y a eu une pandémie qui a un petit peu contrecarré nos plans de diffusion. Mais l'idée, c'est vraiment pour ces casques de réalité virtuelle-là, d'avoir une diffusion qui est, entre guillemets, un petit peu supervisée. Fait que ça peut être dans le cadre d'événements, comme par exemple le Festival de la bande dessinée, avec des kiosques de Septentrion, ou dans des bibliothèques quand ça va revenir un petit peu plus à la normale.
Alors, à travers tout ça, et autant à travers le projet Pop-Up Limoilou qu'à travers les autres projets, il y a quand même plusieurs leçons qu'on a apprises et c'est avec ces leçons-là que j'ai envie de vous amener vers la conclusion de la présente conférence. Alors, 5 grandes leçons à retenir. Donc, dans un premier temps, dans le fond, je pense que c'est un peu incontournable de mentionner l'importance du travail collaboratif. On a beaucoup pilé là-dessus au fil de la présentation, mais je pense que c'est la clé. Donc, dès le départ, la pire erreur qu'on peut faire, ce serait de faire travailler nos équipes en silo. La pire erreur qu'on pourrait faire, ce serait d'avoir un concept artistique et ensuite d'aller chercher une équipe technologique. Donc, il faut vraiment que les joueurs soient au courant dès le départ des possibilités de collaboration, des réalités de chacun et des objectifs de chacun pour avoir un objectif qui est commun et au bout du compte, que la technologie ne soit pas la petite main des aspects plus de bande dessinée dans notre cas ou d'histoire, mais vraiment d'avoir quelque chose qui est métissé à tout le moins dans l'expérience de travail. Deuxième élément aussi qui nous semble important, c'est l'idée qu'on est dans une logique de traduction plutôt que dans une logique de transfert. En fait, dans mes cours de linguistique à l'époque, on me disait toujours traduttore, traditore, le traducteur est un traître. Ben, c'est un peu cette logique-là. Dans le fond, on n'est pas dans une logique de transfert de contraintes d'un médium vers un autre médium parce qu'on se retrouverait de toute façon à empiler les contraintes et ça me semble assez logique au bout du compte, qu'on s'ajoute des défis. Alors donc, en comprenant les contraintes du médium auquel on veut s'attaquer, en comprenant l'essence de la création qu'on veut y transposer, eh bien, ça nous permet de s'approprier les contraintes, de s'approprier l'essence du médium et d'éviter justement de se mettre dans une situation où ben, on va y perdre doublement. Là, donc, vraiment, une logique de traduction. Et dans cette logique-là, ben, je viens un peu de le dire parce que c'est imbriqué, il faut identifier les contraintes, il faut se laisser guider par elles. Et un peu comme on a vu avec Pop-Up Limoilou, ben, où les contraintes émergeaient au fur et à mesure aussi de l'expérience de création, ben, donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir une démarche agile si on ne sait pas exactement comment l'intégration va se faire pour laisser les contraintes qui émergent continuer d'influencer la création plutôt que de se braquer et de se retrouver submergé par des nouvelles contraintes qui pourraient apparaître. Et ça, d'autant quand on travaille avec un budget qui est limité également. Quatrième élément, c'est d'utiliser les bons outils en fonction des besoins et de la réalité du projet. Donc, encore là, on peut avoir des fois l'impression que c'est le fun de créer quelque chose de neuf, de créer des applications, mais souvent, il y a des outils qui sont disponibles déjà. Il s'agit simplement d'aller les chercher, d'aller les intégrer. De temps en temps, comme on avait avec Pop-Up Limoilou, ben, la nécessité de développer un outil émerge, mais dans ces situations-là, comme on a exploré les options disponibles, on sait que le temps ne sera pas perdu à développer quelque chose qui existe déjà ailleurs. Et donc, de toujours garder en tête aussi notre finalité, donc l'objectif final du projet, donc à quoi on veut aller. Et donc, ça va nous permettre aussi de faire une bonne sélection, une bonne épuration aussi des outils. Et tout ça dans le contexte où on ne prendra pas le problème à l'inverse non plus. Donc, l'idée du gadget ou du pushing technologique, des fois qui peut être influencé un peu par les modes de fonctionnement, surtout dans le créneau culturel, où on va nous dire, ben, OK, on finance des projets numériques. Alors là, les gens disent, bah, je vais développer un projet numérique et ensuite, ben, on essaie de justifier, dans le fond, l'utilisation d'une technologie, alors que normalement, ce qu'il faut, c'est que la technologie, c'est un outil parmi un ensemble d'outils de création. Et donc, si on a un projet qui justifie l'utilisation d'outils technologiques, c'est pertinent de le faire. Mais si on cherche à forcer l'intégration d'un outil technologique dans un projet qui n'aurait pas nécessairement besoin d'en avoir, bien encore là, on va y perdre au résultat ou à l'arrivée. Donc, c'est un peu les 5 leçons qu'on a apprises de nos projets. Évidemment, on en a appris bien d'autres aussi, mais il faut quand même tenter vaguement de garder un esprit synthétique à travers tout ça. Je dirais peut-être en conclusion que, ben, on l'a mentionné plusieurs fois, donc avec la pandémie, donc l'application devait être lancée en avril 2020. On en a profité pour donner un peu de lousse à notre calendrier de création, mais on va lancer donc Pop-Up Limoilou en 2021. Donc, d'abord un lancement à Québec et ensuite, ben, on va tenter de rendre l'application disponible au-delà dans des contextes événementiels ou autres au fil de 2021, 2022 et au-delà selon la réalité pandémique. Et donc, ça sera surveillé de notre côté. Et justement, mais pour surveiller tout ça, on vous propose différents sites, différentes façons d'entrer en contact aussi avec nous si le désir est là de votre côté.
Alors, ben voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que ça vous aura été utile. Et s'il y a des questions, des interrogations, Benoît et moi sommes entièrement disponibles. Bien, merci beaucoup pour votre présentation extraordinaire. C'est vraiment c'est un maillage très particulier, là. On dirait, ben, OK, je dis un BDiste, ben oui, un BDiste veut faire de la bande dessinée, mais on rentre dans des données beaucoup plus complexes. Nous aussi, comme centre d'artistes, on s'est aussi euh, mis à explorer avec les diverses technologies, la réalité virtuelle, tout ça. C'est intéressant toutes les avenues que vous avez documentées. Mais je voudrais aussi souligner un truc qui est très, très peu connu, c'est l'existence des centres de transfert technologique au Québec, en fait, qui sont reliés au réseau collégial des cégeps. Et ben là, on apprend de différentes façons le rôle que ces centres-là apportent à différentes initiatives, comme il y en a à Matane aussi autour de la captation virtuelle. Là, il y a à Québec avec l'imagerie numérique, il y en a en pratique innovation sociale, il y en a en développement des technologies du papier. C'est quand même, j'ai souvent souligné à travers le forum, les diverses instances gouvernementales de soutien à des initiatives progressives pour le développement économique et le développement du savoir au Québec. Donc, autant dire qu'on est content. On ne fait pas partie des pires. Mais ça, je l'ai mentionné, en fait, c'est quand même très intéressant parce que votre partenariat entre la création, quand même, la bande dessinée, puis le développement de l'imagerie numérique, c'est très, très particulier. Ça prend une capacité de producteur puis de concepteur multimédia qui se rapproche, ça flirte avec le jeu vidéo. Fait que vous avez élaboré des stratégies de jeu vidéo à travers votre présentation. Vous êtes parti, il y a eu la bande dessinée, il y a eu le dessin scénique, puis là, oups, ça s'est rapproché vers les applications, puis ça s'est rapproché vers le jeu vidéo. Voilà, je voudrais souligner ça. Mais sinon, comme on peut prolonger quelques minutes, mais je pense qu'on a quelques personnes dans la salle qui voudraient peut-être poser des questions. Alors, les smart, par exemple. Peut-être pour Steve Michel, peut-être qu'il y a des questions qui vont submerger de tout ça. Je t'invite peut-être à poursuivre si tu as des On petits... peut. Est-ce qu'il y en a qui veulent. Moi, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. J'ai trouvé ça extraordinairement passionnant. Je voudrais aussi souligner, il y a une particularité de Québec. Vous êtes des gens de Québec. Il y a une expertise très particulière à Québec qui est liée aussi à au bricolage technologique. Fait que, comme on voit avec l'Orchestre de Morchestre, qui développe énormément de dispositifs interactifs, ça se passe aussi avec Robert Lepage, avec toutes les équipes qui contribuent à la création de ces applications interactives. Il y a le studio, évidemment, il y a l'entreprise de marque qu'on a invitée aussi autour du livre numérique. Il y a toute aussi l'infrastructure de soutien à l'expérimentation autour de Méduse. Il y a une historique de bidouillage techno, d'expérimentation techno à Québec qui est à saluer. Voilà. Oui, puis une proximité en fait entre les différents milieux qui facilite les collaborations. Dans le fond, nous, c'est jamais vraiment difficile d'aller chercher des collaborateurs de différents médiums, différentes approches pour faire travailler ensemble. Il y a beaucoup d'ouverture de volonté
de croisement. On l'a vu aussi notamment avec le dessin en direct où tranquillement on a démarré la roue, puis avec le Festival Québec BD aussi particulièrement. Puis tranquillement, dans le fond, il y en a d'autres qui ont pris la balle au bon, qui ont commencé à intégrer ça dans une perspective scénique, donc ce qui nous avait amené aussi à aller plus vers le numérique à ce moment-là, comme on sentait que, puisque Parenthèse 9 doit être d'abord un laboratoire plutôt que de tomber dans d'une routine, entre guillemets, créative. Donc, l'idée, c'est plus de transférer l'habitude à d'autres. Et on parlait du jeu vidéo tout à l'heure, mais nous, c'est un peu la prochaine étape, dans le fond, d'aller voir dans le langage du jeu vidéo de manière un peu plus précise, de quelle manière on peut créer une expérience littéraire interactive. Et ça, c'est un projet qu'on tente justement de développer avec un collectif d'auteurs BD qui s'appelle Saint-Laurent-Sachet, peut-être en route vers 2021-2022. Peut-être en route pour 2022. Il y a le Lanxess aussi, le laboratoire autour de l'optique. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est un petit milieu, mais c'est un milieu quand même très dynamique. On souligne aussi qu'on va recevoir en clôture du forum de webinaire pour mutation, on va recevoir les gens des éditions Alto et de production Rhizome. Donc, le 3 juin, c'est un rendez-vous avec une autre cellule créative de la Ville de Québec. Je pense que Yayo avait peut-être une question, vous voulez intervenir? Simplement, je voulais dire que c'est ça un peu en lien avec ce qu'on avait parlé dans la présentation précédente. Le fait que, c'est vrai, la bande dessinée, par exemple, ou une autre œuvre qui à l'origine, on les voit habituellement en forme imprimée, quand même, peut se présenter sous une autre forme qui à la fois propose une nouvelle façon, une nouvelle expérience de narration et en même temps est complémentaire avec l'imprimé. Donc, l'une et l'autre ne sont pas nécessairement pas complémentaires. Je trouve qu'au contraire, ça enrichit chacune a ses qualités. Donc, c'est bien, je trouve que vous avez bien réussi à naviguer dans ces deux médias différents, ou en tout cas la proposition que vous avez faite en forme virtuelle, de réalité augmentée et virtuelle. Donc, c'est bravo pour ça. Et en même temps, ça nous permet à nous, les créateurs des images et des histoires, de réfléchir ou de voir les chemins, ou en tout cas la complexité aussi, et l'importance de travailler avec une équipe et des ressources, parce que c'est un travail assez important du point de vue technologique. Et merci. Merci à vous. Puis effectivement, dans le fond, c'est un peu dans cette optique-là de multiplier les médiums sur lesquels, dans le fond, les artistes, dans notre cas, les illustrateurs, les auteurs de bande dessinée et autrices, peuvent aller s'exprimer, aller développer, mais dans le fond, c'est toujours la même approche narrative, au bout du compte, mais appliquée à différents médiums, appliquée à différents formats. Et ensuite, de voir de quelle manière, justement, quand on rentre en contact avec soit les contraintes du numérique, mais aussi dans l'aspect scénique, avec les approches narratives propres au cirque, propres à la danse, propres au théâtre, à la poésie, c'est là aussi que ça devient des territoires quand même intéressants parce qu'on évolue un peu aux marges, dans le fond, de différentes approches narratives, puis ça fait émerger au bout du compte peut-être des nouvelles approches ou des nouvelles idées ou confirmer des fois des instincts que les créateurs avaient déjà observés chez d'autres ou avaient déjà de leur côté. Il y a une question dans le chat. Comment faire bénéficier le plus grand nombre avec la technologie? Là, évidemment, c'est sûr qu'il y a eu la question avec la réalité virtuelle, c'est un enjeu. Nous, on a été stoppé net avec nos projets de réalité virtuelle, j'imagine que vous aussi. Mais la vie va reprendre et ça ne nous empêche pas de continuer à créer puis à réaliser les projets. Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, mais je pense qu'il y a aussi une démocratisation qui est en train de se faire de la réalité virtuelle.
les casques qui sont sortis cette année sont vraiment à des prix qui sont ridiculement bas. On parle de 300-400 $ pour un casque Oculus 2. C'est moins cher que certains cellulaires. Fait que c'est certain qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir accès à ces casques-là. Je pense que pour l'instant, les personnes qui achètent ces casques sont encore beaucoup des personnes qui veulent jouer. Fait que c'est principalement des jeux. Puis c'est encore très compliqué de... Il y a des stores, on va dire, alternatifs qui existent pour récupérer d'autres applications que les grands jeux que peuvent proposer les casques. Mais c'est encore vraiment pas la majorité des cas. Mais je pense que assez rapidement, il va y avoir des nouvelles méthodes. Déjà, Facebook a un petit peu, on va dire, allégé son règlement sur les applications qui peuvent être déposées sur le store. Il y a des façons de déployer puis de faire tester les applications à du monde. Fait que petit à petit, on va arriver vers, je dirais, la première étape, ça va être une plus grande accessibilité aux applications tierces. Pour l'instant, c'est très, très, on va dire, triple A. Facebook veut que ce soit, mettons, les jeux les plus importants qui soient téléchargés et utilisés. Mais on va avoir petit à petit, je pense, un marché qui va se créer puis qui va être plus culturel, puis avoir plus d'accès à du contenu pour les casques de réalité virtuelle. Oui, puis en fait, il y a l'enjeu, en fait, des phénomènes d'adoption. Tu sais, quand on parlait, par exemple, de la réalité augmentée, ben reste que tout le monde en entendait parler. C'est un concept un peu, bon, je dirais pas obscur, mais un peu limité à certains cadres d'expérience. Et éventuellement est arrivé un phénomène populaire comme Pokémon Go. Ben là, subitement, tout le monde a expérimenté la réalité augmentée. Les processus étaient rendus un peu dans les processus naturels, classiques, standards. On savait désormais que notre téléphone était capable de faire ça. On savait à peu près comment ça marchait. Donc, ça a beaucoup, je ne dirais pas démocratisé la technologie puisqu'elle existait déjà, mais ça a amené une adoption massive, dans le fond, une expérimentation massive de cette technologie-là. Donc, la question va être de voir aussi éventuellement sur des plateformes de réalité virtuelle, est-ce qu'il va y avoir un phénomène similaire où il va y avoir une application, un outil, une fonction qui va émerger, qui va faire ensuite et qui va soutenir une adoption très, très large, ou est-ce que ça va rester un outil de niche pour offrir des expériences peut-être un peu plus nichées? Ça va être intéressant de voir comment ça va progresser, mais je pense que Benoît a mentionné la première clé de ça, c'est l'accessibilité. Donc, du moment où on dit qu'on permet à nos téléphones intelligents de faire de la réalité augmentée, que c'est une fonctionnalité qui est relativement simple à mettre en place et de façon peu onéreuse, eh bien, ça devient facile de développer avec ça parce que c'est un outil que beaucoup de gens ont. Désormais, quand on développe pour un téléphone intelligent, bien, on sait que c'est pratiquement plus de 90% des Québécois, Québécoises qui en possèdent un. Donc, on sait qu'on est en mesure potentiellement de rejoindre le large public. Ensuite, c'est plus des enjeux d'intensité d'usage et des gens qui sont prêts à faire le saut vers des trucs un peu plus complexes. Est-ce que ça va être la même chose du côté de la réalité virtuelle? Ça va être intéressant de le voir. Mais la première condition, c'est la baisse de prix qui va enlever peut-être un peu une étape de réflexion. Quand on sait qu'il y a des consoles de jeux qui se vendent 2-3 fois le prix du casque Oculus, ben, on voit que ça devient accessible. Mais tant que ça va rester effectivement dans la niche du jeu vidéo, dans la niche du gaming, eh bien, ça va rester quand même l'apanage d'un certain type de public. Et dans ce cas-là, pour rendre accessible la réalité virtuelle à d'autres publics qui sont moins intéressés par le gaming, bien là, on se retrouve avec des modes de diffusion in situ, où on va l'offrir en bibliothèque, où on va l'offrir dans des galeries d'art, où on va l'offrir dans des festivals, dans des événements, dans des centres d'artistes, etc. Donc, pour permettre cette expérimentation-là, des gens qui, parce que pour l'instant, le créneau est niché jeux vidéo, n'ont pas intérêt d'aller en acheter, mais si éventuellement on leur trouve une raison, et j'imagine que les concepteurs technologiques en recherchent actuellement des raisons pour en vendre plus, mais là, on va peut-être voir, dans le fond, une généralisation plus large de l'usage de ces plateformes-là. Mais l'utilisation des affiches à l'extérieur pour la réalité augmentée est beaucoup plus démocratique. Oui. Parce que, Oui, bien en fait, les gens ont un téléphone intelligent, les gens sont en mesure d'aller chercher l'application. Dans certains cas, je pense entre autres à Québec, bien, il y a beaucoup d'Internet accessible par bande Wi-Fi. Le même projet en France, par exemple, n'aurait pas eu les mêmes enjeux parce que de leur côté, dans le fond, des Wi-Fi gratuits
librement accessibles, il y en a un peu moins. Donc, il y aurait quand même eu un enjeu de téléchargement, surtout si on s'adresserait à une clientèle touristique qui n'a pas nécessairement des données à l'externe. Mais dans le contexte québécois, donc c'est facile d'aller chercher des bandes passantes, c'est facile de télécharger. On a déjà le téléphone. Alors donc, dans ce cas-ci, en 2017-2018, on se retrouvait peut-être plus face à une certaine nouveauté de ça dans une mouvance donc, qui est encore en construction. Donc, ce qui fait que les gens peuvent avoir une certaine hésitation, mais au bout du compte, ça reste une application parmi d'autres sur un téléphone qu'on utilise pour des applications. Donc oui, c'est beaucoup plus démocratique actuellement comme approche technologique parce que plus accessible. Mais par contre, c'est vrai que Raymond, tu soulignais le point de la barrière du téléchargement. Puis c'est vrai que c'est quelque chose, nous, au CIMI, on fait souvent des projets, puis on se questionne là-dessus. Il y a le format web app, il y a le format directement web, c'est-à-dire que c'est possible de faire de la réalité augmentée à travers une page web sur son téléphone, mais ça a beaucoup de limitations. Fait que on est à une période où il y a des développements qui se font en termes de réalité augmentée. Il y a aussi des pas en arrière qui se font. C'est important de souligner que la technologie qu'on a utilisée pour Chronique de Montcalm, qui est Vuforia, dans le fond, qui est comme un outil qu'on vient intégrer dans Unity, ben, à l'époque, on a pu utiliser une formule qui était, je pense, c'est $400 pour une licence. C'est-à-dire qu'on enlève le watermark et on peut utiliser vraiment comme on veut l'outil. Et ce qui était vraiment intéressant avec Vuforia, c'est que cet outil utilise principalement la caméra. Fait que, il vient se baser sur de la reconnaissance d'image pour déterminer l'image et venir repositionner nos informations par la suite. Fait que c'est une technologie qui marchait très, très bien, qui était très mature. Et Vuforia a pris une direction plus industrielle, c'est-à-dire qu'ils ont continué de développer beaucoup leur outil, mais ils ont aussi été rachetés et ils ont créé un système de prix qui est, d'après moi, très nocif à tout l'écosystème culturel et développeurs indépendants d'applications, parce qu'on parle de licences annuelles de $500. Fait que si on veut que l'application soit maintenue, il faut, par application, payer un $500 minimum par année. Et là, je pense qu'on parle d'applications gratuites pour des entreprises de moins de 10 millions par année. Mais ça peut vite monter dans les chiffres. Fait que nous, personnellement, c'est un outil qu'on n'utilise plus parce que d'une part, c'est quand même assez dispendieux. Puis deuxièmement, souvent, c'est compliqué pour des projets culturels. Il va y avoir un financement, on va dire, une fois, mais pas un financement dans le temps. Fait que là, ben, c'est compliqué de dire après de gérer le renouvellement des licences, etc. Donc, la solution alternative qui existe, c'est les développements ARKit et ARCore qui sont propriétaires de Google, on va dire, et Apple. Mais ça ne fait pas tout à fait la même chose. Fait que c'est gratuit. Ça permet aussi de faire de la reconnaissance d'image, mais il y a quand même... moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un pas en arrière qui a été fait en termes de réalité augmentée dans les 2 dernières années à cause de cette disparition, ou plutôt cette monétisation, on va dire, de ce gros joueur de la réalité augmentée. Oui, avec l'arrivée des plateformes propriétaires, en fait, qui ont mis leur grosse patte sur la technologie. Oui, puis je dirais que le principal inconvénient de ARKit et ARCore, c'est que ça vient limiter, en fait, ça utilise pas seulement la caméra, mais aussi tout un tas de capteurs du téléphone. Et ça vient faire en sorte que ça va limiter les téléphones compatibles. Souvent, avec l'outil Vuforia, on était capable d'aller, même sur des téléphones assez vieux, à partir du moment où la caméra avait une résolution qui était correcte, ben, on était capable d'aller faire fonctionner l'application. Là, on voit qu'avec ARKit et ARCore, on se retrouve vite avec des problèmes de... Alors, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de téléphones qui fonctionnent, mais on se barre quand même une partie des téléphones avec ce choix technologique-là.
Et fait important peut-être aussi pour ajouter, c'est que quand on parle aussi même juste des mises à jour, c'est que ça devient aussi des budgets qui sont pas qu'on ne voit pas toujours non plus venir parce qu'on ne soupçonne pas nécessairement l'impact des mises à jour sur l'application comme telle non plus. Donc, ce qui fait qu'on peut imaginer que l'application est bonne pour un certain temps, mais que si finalement Apple ou d'autres développent dans le fond une mise à jour qui va redéfinir un peu la dynamique d'application, ben, on n'aura pas nécessairement budgété au moment où on aurait dû cet élément de mise à jour-là. Ce qui amène aussi beaucoup, dans le fond, de gens, plutôt que de développer des apps natives, mais justement d'aller vers du web app. C'est beaucoup ce qui est en émergence, là, à tout le moins, pour tout ce qui est médiation numérique, mais qui permet peut-être un peu moins d'un point de vue expérimentation artistique, mettons. Oui, mais ça fait écho au concept qu'avait soulevé Benoît Bordelot dans le webinaire précédent, qui est celui de la disparition. C'est triste, là. Je ne veux pas terminer sur un... Nous, on va en art numérique, on va tout continuellement vers l'avant. Mais c'est intéressant qu'il y ait soulevé le concept de disparition parce que la réalité, c'est qu'il y a vraiment des projets qui disparaissent. Puis, ces projets expérimentaux-là sont potentiellement sujets aussi à disparaître. Mais c'est pas grave, on continue à les faire, puis on va tenter de faire tout notre potentiel, de déployer toutes nos énergies pour les diffuser, puis les rendre accessibles à la population, faire en sorte que les gens expérimentent avec ces contenus-là qu'on souhaite rendre disponibles pour faire connaître l'histoire, ou n'importe quelle histoire, une histoire personnelle, un roman ou carrément une histoire à dimension historique, la vie d'un quartier. Alors, sur ça, il est 16h50. Pour réagir par rapport à ça, juste une petite chose, là, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant. Puis c'est une des raisons pour laquelle, pour la chronique de Montcalm, il y avait ces affiches, puis cette volonté que le marqueur lui-même soit une œuvre d'art, pour que, justement, si jamais l'application vient à ne plus fonctionner ou ne plus être mis à jour, ben, il y a quand même le support physique qui peut continuer d'exister, puis qui, en tant que tel, se suffit à lui-même. Fait que je pense que c'est important pour tout ce qui est application numérique, puis installation numérique, qu'il y ait quand même une partie physique pour que quand cela finisse, ben, on ne se retrouve pas avec plus rien, mais qu'il y ait quand même encore une petite trace existante. Oui, puis ça permet d'avoir un point d'ancrage de toute façon entre la sphère virtuelle puis la réalité concrète. Donc, on est beaucoup, surtout quand on intervient, je pense aux chroniques de Montcalm, dans le fond, on crée une vocation éphémère à une artère. Et à travers cette vocation éphémère-là, on met l'artère en relation avec quelque chose qui est virtuel, qui est caché. Donc, ça permet d'ancrer, je trouve, aussi cette virtualité-là dans le contexte de la réalité du lieu, de la réalité urbaine également. Mais voilà, je pense que ça clôt notre après-midi de discussion autour du récit et de la ville à travers diverses expérimentations. Félicitations pour votre présentation puis l'ensemble de vos initiatives. Alors, c'est à suivre la semaine prochaine avec encore un nouveau volet autour de l'innovation narrative et de l'expérimentation en édition. Alors, à suivre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très intéressant. Merci. Puis bonne fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir.